19h. Radio Shalom Besançon, 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport, où bien sûr, comme le dit le titre, on va parler de sport, de football, de handball, de basket, enfin un peu tous les sports. Alors n'oubliez pas, ce soir il y aura une place à gagner pour le match Sochaux-Nîmes de ce vendredi, donc une question sera posée dans quelques minutes. Mais tout d'abord, oui, il y aura aussi la page bien sûr Ligue 1 avec toutes les réactions sur tous les terrains. Il y aura la page Ligue 2 avec le FC Sochaux-Montbéliard qui se déplacera du côté de Lens ce soir, avec on l'espère une victoire à la clé pour les Sochaliens qui vont sans pression par rapport à Lens qui lui a la pression, car en cas de victoire les Lensois pourraient reprendre la deuxième place au classement. Et puis ensuite, on parlera aussi de l'ASM Belfort qui s'est incliné sur son terrain face aux Herbiers. C'était ce week-end. On aura le résumé de cette rencontre et les réactions. Et puis ensuite, on va parler de handball avec les actus régions. Eh bien, on commence tout d'abord par la Ligue des Champions parce qu'il y a eu un gros match cette semaine, n'est-ce pas Thomas ? Je vois qu'il a le sourire là. Ah, là. Non, je n'ai pas le sourire. C'est un match normal qui ne sort pas de l'ordinaire. Justement normal, bon, on va en parler. Et oui, il y avait un match entre Barcelone et le Paris Saint-Germain. Un match incroyable, un match fou. Même moi, encore à la fin du match, j'y croyais pas. Ce qui s'est passé est quand même assez incroyable. Mais on va revenir justement sur cette rencontre. On va aussi parler des autres rencontres qui avaient lieu avec le Bayern Munich qui a corrigé, on peut le dire, Arsenal. Il y avait déjà eu 5-1 au match aller et il y a eu 5-1 au match retour, c'est-à-dire 10 buts encaissés du côté d'Arsenal. Et Arsenal a marqué 2 buts à cette équipe du Bayern de Munich, une équipe allemande très très forte cette saison. Il y a aussi Real Madrid qui se déplaçait du côté de Naples. Et ça fait pareil, au match aller, Madrid s'était imposé 3-1. Et finalement le Real Madrid s'est imposé du côté de Naples 3-1 aussi également. Et il y avait Benfica Lisbonne qui se déplaçait du côté de Borussia Dortmund. Et les Portugais se sont incliné en tous les cas face au Borussia Dortmund, 4-0. On va revenir sur ce match entre Paris et Barcelone. On se disait les Parisiens, c'était pratiquement gagné, 4-0. On pouvait quand même se dire que ça allait être plutôt, on va pas dire facile parce que c'est jamais simple de jouer quand même contre le FC Barcelone. Ça reste, c'est une des meilleures équipes du monde. Mais on se disait quand même, on y va avec un avantage conséquent. Bon, déjà, le début de match commence mal. À la 3e minute, les Parisiens encaissent un but où Trapp quand même fait une grosse faute parce que je pense qu'il aurait. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que Kevin Trapp aurait dû sortir sur cette première action, même si il rentre dans son défenseur. Eh ben il fallait le faire en tout cas et sortir, ne pas. On voit qu'il fait le geste pour aller prendre le ballon, mais il recule. Eh ben oui, c'est l'erreur. Suarez, lui, il est là et il marque justement ce but. Et ensuite, le deuxième but arrive assez rapidement. Paris revient à 3-1. On se dit, ça y est, le match est terminé. Et ensuite, les Parisiens, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un syndrome. En fait, il y a 2 grosses occasions. Mais justement, on va revenir aussi sur toutes les actions qu'il y a eu. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui veut réagir à l'antenne. Oui, alors on avait l'habitude, les médias ont beaucoup dit Paris à un pied et quelques orteils en quart de finale. C'était l'expression qui revenait souvent. On va dire que c'était un peu le cas. Voilà, on s'y attendait pas. Et puis, du coup, on était obligé dans Soyons Sport ce soir d'avoir un supporter parisien avec nous. Et on est avec un des plus illustres d'entre eux. On est avec Sébastien Brossard. Bonsoir Sébastien. Comme vous y allez, l'un des plus illustres. Merci, bonsoir. Bonsoir. Ça va Sébastien ? Ouais, ça cicatrise tout doucement. Ah, ça cicatrise. Match, Oui, après, c'est vrai qu'on peut revenir sur ce qui s'est passé. C'est vrai que dès la 3e minute, une double erreur individuelle de la défense parisienne entre Marquinhos et Trapp, qui les deux n'interviennent pas. Et ce premier but a donné confiance aux Barcelonais. Il fallait pas les mettre en confiance tout de suite et ça a commencé très mal. N'est-ce pas ? Oui, bien sûr, ça
ça a démarré très très mal et c'est vrai que du coup, tout de suite, il y a eu une pression énorme de la part du Camp Nou. Hein. On sait qu'il faut déjà pas grand-chose pour les chauffer et là, ils ont commencé à y croire très rapidement et le 2-0 à la mi-temps. Bon, voilà, la moitié du chemin était faite pour déjà être à 4-4 et on sait que 2 buts en une mi-temps, c'était loin d'être infaisable pour le Barça. Après, c'est vrai qu'à 3-1, on se dit que normalement c'est bon. Moi, je sais que j'ai envoyé à un copain, c'est bon, 3-1 c'est fait. Il m'a dit attention, ne vendons pas la peau de bête avant d'en voir le museau ou quelque chose d'approchant. Et c'est vrai que ça semblait totalement inconcevable, quoi. Prendre 3 buts comme ça en 5 minutes. On peut chercher c'est plus que des excuses, quand même. On peut trouver toutes les circonstances atténuantes avec l'arbitrage qui est discutable, mais malgré tout, même avec un arbitrage discutable, on n'a pas de prendre 3 buts en 5 minutes. Ça paraissait tellement inconcevable que voilà, je l'ai dit à l'antenne déjà. J'ai pas pu voir la première mi-temps. J'étais à un spectacle sur le campus. Je suis revenu voir je suis revenu voir la deuxième mi-temps. J'étais avec 2 amis chez moi. Il y en a un des deux, c'était la 85e, un truc comme ça, qui a dit c'est bon, je peux rentrer maintenant. Il va plus rien se passer. Et je dis oui, de toute façon, c'est bon, c'est perdu parce que voilà, du côté du Barça, ou c'est gagné du côté du PSG. Et du coup, quand il est rentré chez lui et qu'il a vu le score le lendemain, il l'a même pas vu le soir même, il a cru que c'était une blague. Oui, non, mais c'est vrai. C'est un peu comme le Brexit. Ouais, c'est ça, mais c'est vrai, bon, il y a quand même, allez, si on veut revenir, même si on est d'accord, Paris a perdu, Paris n'a pas joué comme il aurait dû. Déjà, moi, j'ai pas compris pourquoi l'équipe a joué en reculant en première mi-temps. C'est très bien que quand on joue contre Barcelone, il faut aller justement les presser, parce que si on les laisse jouer dans les 30 derniers mètres, on est quasi sûr de prendre des buts. C'est ce qui s'est passé. Allez, à la 11e minute de jeu, il y a quand même une main de Mascherano dans la surface. Celle-là, elle est quand même visible. Il y a aussi le tacle de Piqué qui doit prendre carton rouge. On est d'accord, hein. Il a les 2 pieds décollés, non ? Non, il n'est pas d'accord, le Barcelonais. 2 pieds décollés, c'est rouge. C'était en première mi-temps, ça ? Oui. Ah je l'ai pas vu. Voilà, j'étais au campus. Mais surtout qu'il y a récidive. Il en fait un déjà juste avant. Exactement. Où il prend jaune. Donc, il a averti une fois. C'est déjà un jaune orangé, je crois. Et il en refait un deuxième. Normalement, oui, ça devrait. Après, moi, c'est vrai que rouge. moi, je trouve que les 2 pénaltys sont quand même très sévères. Pour moi, le premier, il n'y a absolument rien. Le premier, après, chacun aura son avis. Hein. Moi, je trouve qu'il n'y a rien parce que Meunier ne met pas les mains, il n'essaye pas de choper son adversaire, il essaie de mettre la tête, mais bon, c'est un peu trop juste. Neymar, il joue bien le jeu, il sent pas le dessus. Puis sur le deuxième, sur le deuxième, c'est au contraire, moi, le deuxième, ouais, à la rigueur, il peut se siffler parce qu'on voit Marquinhos qui met la main, tout, mais bon, vu qu'on connaît très bien Suarez, on a tendance à plonger un petit peu. Mais bon, Marquinhos fait le geste, mais après, voilà, ce qui n'est pas normal, c'est ces 3 buts pris en 7 minutes où la défense parisienne, toute l'équipe, on laisse Neymar arriver au milieu de terrain tranquillement, sans pression, sans rien. Il met un bon ballon pour Roberto qui, lui, trompe le gardien. Et il faut la mettre, hein, c'est pas évident non plus. Mais c'est vrai que c'est pas normal de voir de l'attitude de l'équipe parisienne où 2 joueurs, quand même, étaient aussi en boîte de nuit ce lundi soir. Ils ont fini tard, à 2 jours du match. Ça aussi, c'est quand même pas très normal. Mais c'est comme ça. C'est une victoire de l'expérience, hein, je dirais, parce que c'était pas le match de l'année. C'était pas un grand Barcelone en plus en face. Moi, j'ai pas trouvé. Messi, je l'ai pratiquement pas vu, à part sur les pénaltys. Mais sinon, par contre, Neymar a fait un gros match. Pour moi, ça a été un des meilleurs Barcelonais sur cette rencontre. Moi, je sais pas votre avis, mais moi, j'ai trouvé très fort cette rencontre. Hein. C'est quand même lui qui débloque et qui permet à Barcelone de finir en boulet de canon. Au niveau du jeu, c'est vrai que c'était plus intéressant la confrontation la première du Barça entre le PSG d'Ancelotti et puis le Barça de l'époque. C'était 2 plus beaux matchs. Là, c'est un naufrage barcelonais au match aller, un naufrage parisien au match retour contre un Barça qui n'était pas exceptionnel. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit sur le fait de reculer. Ils n'auraient jamais dû reculer, surtout quand on en a les moyens. Paris a les moyens de garder le ballon, de jouer la possession. Et ils auraient dû le faire. C'est pas comme quand l'Inter avait mis le bus il y a quelques années, ou l'Atlético qui est capable d'encaisser et de reculer et de défendre. Là, Paris n'aurait pas dû jouer contre nature. Donc ça c'est sûr, c'est une grosse erreur. Après voilà, je sais pas. C'est peut-être bien aussi parce que c'est aussi pour ça qu'on regarde le foot, parce qu'on se dit à tout moment il peut arriver un truc de fou, et c'est encore une preuve qu'il peut arriver un truc de fou. C'est ce qui fait aussi la magie du sport.
Bah oui, c'est vrai que dans le football, c'est le seul sport où vraiment une équipe soi-disant plus faible peut battre le plus gros. Bon, bah là, ça a été un peu l'inverse, mais c'est vrai que Paris a été capable de faire autre chose au match aller. Et là, c'est vrai qu'au match retour, c'est vrai que les premières minutes, moi, j'ai pas compris pourquoi Paris reculait comme ça. Alors, c'était pas forcément une consigne de l'entraîneur. C'était plus une consigne du défenseur brésilien Thiago Silva, apparemment, de reculer. Mais non, ça, c'était pour moi une grosse erreur. Hein. On sait que le Brésil en avait pris 7, hein, c'est ça, contre. Ouais. Hein. Alors, on s'en rappelle. Donc, voilà, d'après quelqu'un qui officie sur RMC, Jean-Michel Larquet, il avait dit que Thiago Silva s'était fait un petit peu dessus. Moi, j'ai envie de revenir sur 3 aspects qui entourent cette rencontre. Le premier, c'est que cette victoire est limite autant valable qu'une victoire en finale de Ligue des Champions, parce qu'on s'en souviendra beaucoup plus. C'est le genre de match dont on va se souvenir. C'est le genre de match, il n'y a qu'à voir les joueurs à la fin, et parisiens qui pleuraient, et barcelonais qui exultaient comme en finale de Ligue des Champions quand ils gagnent, et dans les rues de Barcelone aussi, j'ai vu des vidéos. J'ai été quelques fois dans les rues de Barcelone en 2011 notamment, quand on avait gagné la Ligue des Champions. J'étais à Barcelone. J'ai été à Barcelone quand on a gagné la Liga et la Coupe du Roi, à plusieurs reprises, et c'était la même ambiance qu'il y avait dans les rues de Barcelone ce soir-là. Et donc ça, c'est la première chose. Et puis les 2 autres choses que je voulais dire, c'est assez marrant de revoir des vidéos qui datent de juste avant la rencontre. La première, c'était la conférence de presse de Luis Enrique, qui dit simplement si on a pris 4 buts à Paris, on est capable d'en mettre 6 chez nous. Voilà, c'est juste marrant de voir ça a posteriori, sachant qu'il a donné sa démission entre les deux rencontres. Avant le match, il a dit, pas juste avant, entre les deux rencontres, il a dit je ne serai plus l'entraîneur de Barcelone l'année prochaine. Donc déjà, il a enlevé une sacrée pression. C'est bien vu de sa part. C'est bien vu. C'est courageux et c'est bien de sa part. Et puis la dernière chose, c'était une vidéo que j'ai vue, une vidéo de promotion du PSG. On voit tabler, si je me souviens bien, Matuidi, Verratti, Trapp et Draxler, qui sont dans une pizzeria. Alors, voilà. Ça, et ils sont touchants, en fait, les 4. Ils ont vraiment l'air sympas. Il y en a un, je ne sais plus lequel, qui dit à un autre si on prend 5-1 mais qu'on se qualifie, t'es content ou pas? Il y en a un qui dit moi je signe, je prends. Il y en a un autre qui dit non, ça craint quand même, on est quand même le PSG, les gens vont être déçus si on se qualifie en perdant 5-1. Les deux qui étaient en boîte de nuit pour un de leurs sponsors. Voilà. Bon, après, Verratti a porté plainte contre l'équipe parce qu'il était en boîte de nuit, en effet, avec Matuidi, je crois. Mais c'était pour une promotion. Ils ne sont pas rentrés tard, apparemment, selon les dires de leur avocat. Enfin, voilà. Donc, ils étaient presque touchants, ces 4 jeunes, dont Draxler qui parlait français alors qu'il vient d'arriver. Verratti qui essayait quelques mots de français aussi. Enfin voilà, c'était. Surtout ce qu'il y a eu, c'est que Jérémy Mathieu, il l'a expliqué, il a joué à Sochaux. Jérémy Mathieu, il est du côté de Barcelone, même s'il joue. Le franc-comtois de Barcelone. Exactement, même s'il joue un peu moins ces temps-ci. Mais il a expliqué ce qui avait fait que Barcelone avait un esprit guerrier surtout, puis un gros esprit de revanche. C'est parce qu'il a vu, il faut avoir aussi un peu du respect quand même pour Barcelone, parce qu'il y a 2 joueurs du Paris Saint-Germain qui ont fait, il y a Twitter, il y a tout. Qui avait fait la photo avec marqué 4. Kurzawa, qui n'est pas qui est un peu récidiviste, Kurzawa, et puis je me souviens plus du second, mais ça va revenir. Je pense que ça a mis le feu, le feu aux poudres aussi. Il faut aussi respecter ton adversaire. Ouais. Barcelone, on peut être content de la victoire, mais il y a un moment donné, il y a un match retour. Le match t'es pas qualifié encore, il y a rien de fait, quoi. C'est assez dommage. Mais ça, je pense, ça va peut-être leur servir. C'est assez dommage pour Barcelone d'attendre d'être provoqué pour réagir. Là, on voit, ils ont perdu en championnat le dernier match de Buza contre le Deportivo La Corogne. Ils sont pas forcément très bien en ce moment. Après, ils ont fait un exploit là, c'est vrai. C'est ça, sans leur faire insulte au Deportivo, c'est pas le PSG non plus. Oui. Le Barça, à chaque fois qu'ils sont mis au pied du mur, enfin pas à chaque fois, mais en tout cas, ils savent réagir. Et puis quand ils sont piqués au vif, ils réagissent. Pour moi, si le Barça a gagné la Ligue des Champions il y a 2 ans, c'est parce que le Real avait gagné l'année d'avant. Donc là, le Real a gagné l'année dernière. Donc bon, j'espère que le Barça évidemment va gagner. Et ils se répondent un peu comme ça. C'est parce qu'ils sont provoqués qu'ils réagissent. C'est dommage. Ils choisissent leur match. Pourquoi ils se motivent pas comme ça à chaque fois, quoi. C'est un peu dommage. Après c'est beau, mais c'est dommage. Après, peut-être qu'il y a quelques joueurs qui sont un ton en dessous en ce moment. Hein. C'est vrai qu'on pense à Iniesta qui aussi avec qui va sur ses 76 ans. Non, mais c'est vrai qu'avec la force de l'âge, il y a peut-être des choses. C'est peut-être un peu plus compliqué. On voit un Messi qui pas forcément
très très bon pour le moment, c'est vrai. Hein. Par contre, on voit un Neymar qui commence à prendre le dessus. Ouais. Peut-être qu'il va y avoir une question d'ego à un moment donné, hein, parce que si Neymar passe au-dessus, même si on sait qui est Messi, mais je veux dire, il peut y avoir aussi une question d'ego. Mais peut-être qu'il y a tout ça qui fait aussi également. Mais c'est vrai que Paris, ça servira de leçon aux Parisiens en tous les cas. Hein. Il y a toujours un match retour et c'est vrai que. C'est vrai que prendre 3 buts en 7 minutes, c'est tout simplement inadmissible. Hein, pour moi, inadmissible. En plus, Paris a 2 grosses occasions, hein, avec Cavani qui rate le doublé, avec Angel Di Maria qui prend son temps. Il avait presque le temps de manger un croissant puis boire un café. Le défenseur, je crois que c'est Mascherano qui revient lui prendre le ballon. Ça, c'est pas normal non plus. Tu dois frapper, elle doit être au fond. Voilà, sauf si le gardien fait un arrêt superbe. Mais bon. Après, c'est comme ça. Paris n'est pas passé. Paris a été, pour moi, un petit peu ridicule sur cette rencontre. Dommage, parce que je pense que les Parisiens étaient capables de faire beaucoup mieux. On l'a vu au match aller. Mais bon, ils ont laissé jouer Barcelone et on sait qu'il ne faut pas les laisser jouer. Oui, et puis c'est de toute façon inutile de revenir sur les petits détails, hein, parce que ce sont la somme des détails qui font le match et on peut toujours revenir sur les détails et échanger. Oui, voilà, l'histoire du football serait complètement différente en changeant quelques petits détails. Même s'ils avaient perdu 5-1, ça aurait été... c'est inacceptable pour Après, pour le PSG. président du PSG a quand même conforté Unai Emery. Hein, Oui, mais c'est bien. il a aussi, envoyé ça. des signaux forts, il a renouvelé son soutien plein et entier. Et ils ont même dit que cet été, ils allaient faire en tout cas de gros efforts. Donc voilà, on avait même parlé qu'en tout cas que ce qui venait du Qatar allait peut-être baisser la saison prochaine, en tout cas au niveau des moyens. Mais non, apparemment, voilà ce qu'il dit. Il dit nous allons travailler pour envoyer dès cet été des signaux forts qui montreront à quel point nos ambitions sont grandes. Nous n'avons pas été à la hauteur de ce qui devait être l'un des moments forts de notre projet, a admis le président du Paris Saint-Germain. Donc on peut s'attendre à cet été à peut-être voir débarquer d'autres joueurs. Mais c'est aussi peut-être mentalement qu'il faut travailler. Et puis c'est peut-être ça qui manque du côté de Paris. Moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'aboyeur. Je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi. Après, Sébastien, je ne sais pas si tu me rejoins. Oui, notamment Thiago Silva, là, ça commence à faire beaucoup quand même pour lui. Oui, hein. oui, ça commence à faire. Ça commence à être un petit peu inquiétant. On peut se dire que quelqu'un comme Verratti, si on lui donne un peu de pouvoir, pourquoi pas le Brassard ou Cavani ou des joueurs comme ça, ils pourront peut-être remuer un petit peu plus que Thiago Silva, mais c'est vrai que c'est encore un petit peu tendre, quoi. C'est vrai. Voilà. Mais moi je trouve que c'est moins catastrophique. Enfin, c'est pas que c'est moins catastrophique. Ça me fait moins mal cette défaite quelque part que la défaite contre Chelsea il y a 2 ou 3 ans avec le but de Dembaba tout à la fin. Parce que la saison parisienne était plus aboutie, parce que c'était un quart de finale, parce qu'on se disait que Paris avait quand même des chances. Cette année, on se disait déjà que Paris face à Barcelone, ça allait s'arrêter dès les 8e. Alors on s'est enflammé avec ce 4-0 un petit peu miraculeux. Mais malgré tout, depuis le début de saison, on sait qu'il n'y a pas vraiment de certitude dans ce nouveau PSG. Alors que l'année face à Chelsea de Laurent Blanc, c'était vraiment décevant parce que ça se joue sur Dembaba qui est sorti de la cave, en plus qui jouait jamais, qui met un but au tout dernier moment. Et là, c'est la saison qui s'écroulait. Là, je trouve que ça s'arrête dès les 8e de finale, mais est-ce que Paris avait les moyens d'aller plus loin? Et puis c'est que le début du nouveau projet Emery, donc ça sera mieux l'année prochaine. Encore quelques jours, Sébastien, de convalescence, et puis je pense que tu vas t'en remettre vite. Ouais. Et puis là, attends, ils ont quand même battu Lorient. C'est bien parce qu'il fallait aller le chercher, le match contre Lorient quand même. Ils sont fait un petit peu peur avec le but de Sieni à 2-1. Ah, non, il faudra nous rappeler tout à l'heure quand on passera à la Ligue 1 dans ce cas-là. Bon, merci Sébastien de nous avoir rappelé. Merci, à bientôt. Bonne soirée, merci Fred, merci Thomas, puis à bientôt. À bientôt Seb, salut. Alors juste pour vous dire quand même que ce match a aussi engendré un drame, parce qu'il y a un jeune supporter gabonais du Paris Saint-Germain qui a tué un de ses amis, qui l'avait excédé par ses moqueries après la débâcle. C'est quand même hallucinant de voir de telles choses. C'était bien sûr un mercredi soir. C'est le supporter qui était âgé de 18 ans a poignardé la victime au cou dans la nuit de mercredi à jeudi à Libreville. Alors, les deux hommes avaient regardé le match ensemble dans un bar de derrière la prison. C'est un quartier populaire de la capitale gabonaise où ils avaient consommé plusieurs bières. Et c'est vrai que l'auteur du coup fatal, visiblement en état d'ébriété, n'a pas supporté les moqueries à son égard après la déroute 6-1 des Parisiens. Et la victime est apparemment décédée sur le coup. Son meurtrier a été arrêté. C'est quand même
quand même hallucinant C'est- de voir que le sport peut emmener de tels drames. C'est pour ça que je voulais pas regarder le match avec Sébastien, on sait jamais. Non, mais c'est hallucinant. Non mais voilà, blague à part, c'est pas la peine de mettre ça sur le compte du football ou du sport. La personne Oui, bien sûr. qui a tué quelqu'un, on va pas dire que c'est la faute du foot. Non. Elle a quand même un problème, cette personne. Oui. En plus, j'avais vu cette info et puis la personne avait déclaré qu'elle elle lui avait mis un coup de couteau dans la gorge, mais elle n'avait pas l'intention de le tuer. Bah, elle avait l'intention de quoi alors? Enfin bref, Oui, non, c'est oui. voilà, Oui, on se demande. je refuse de dire que c'est de la faute du football. Non. Si ça n'avait pas été pour ça, ça aurait été pour quelque chose d'autre. Tout à fait. La personne Tout à a un fait, c'est problème. des gens qui ont déjà un problème. Allez, on passe cette fois-ci parce qu'il reste encore un club français, l'AS Monaco, avec les plusieurs matchs ce mardi 14 mars et ce mercredi 15 mars, avec Leicester City qui recevra le FC Séville. Le FC Séville s'était imposé 2-1 au match aller. Il y aura aussi la Juventus de Turin qui recevra le FC Porto. Et la Juve s'était imposée à Porto 2-0. L'Atlético Madrid, lui, s'était imposé du côté du Bayer Leverkusen 4-2. Et là, ils vont recevoir les Allemands. Et il reste un match... un très beau match qu'on avait vu avec Manchester City qui avait reçu l'AS Monaco et ça s'était terminé 5-3 avec la défaite des Monégasques. Mais là, cette fois-ci, Monaco peut créer l'exploit en tout cas en recevant cette équipe de Manchester City. Tout est à faire en tout cas pour cette équipe monégasque. On espère qu'elle se qualifiera parce qu'il nous faut quand même un représentant en Ligue des Champions. Elle peut le faire. Hein. Oui, C'est des meilleures attaques d'Europe, donc Ouais. ils sont capables de mettre des buts. Ils sont sympas ces monégasques. Mais ils sont capables d'en prendre aussi. Parce que la défense, c'est pas vraiment ça, mais c'est toujours pareil. C'est toujours difficile de trouver l'équilibre défense-attaque, et là, t'as le premier du championnat. Quoi. Mais même j'ai envie de parler de Lyon qui avait gagné contre la Roma. Voilà, entre Lyon et Monaco, on espère qu'au moins un des deux, ou voire les deux, iront plus loin. Voilà, pas comme le PSG. Qui ne se sentiront pas trop fort. Il n'y a pas de raison que Lyon se sente trop fort de toute façon, mais c'est de la suffisance. Il faut voilà, pas être suffisant. qu'ils ne soient pas suffisants. Tout à fait, c'est entièrement ça. Allez, on a terminé pour la Ligue des Champions. On va passer cette fois-ci à la Ligue 1, près de chez nous. Eh bien oui, on va passer à la Ligue 1 car il y avait plusieurs matchs comptant pour la 29e journée. J'étais en train de rechercher ma fiche pour tout vous dire parce que je l'ai égarée, la fiche pour les matchs de ce vendredi. Alors Fred, vous avez perdu votre fiche. Oui, j'ai perdu ma fiche. Elle doit être pas loin. Bah oui, elle est juste là, elle est juste derrière, elle se Je crois cache. qu'on allait commencer par parler de Nice-Caen, si ça peut vous aider. Exactement, Nice-Caen, ça y est, je l'ai. Avec, ça a fait 2 buts partout. Nice a été accroché par cette équipe cannaise. Pourtant, c'est Caen qui a ouvert le score par Ivan Santini à la 36e minute de jeu. Avant justement que Caramo à la 50e ne double la mise pour cette équipe de Caen qui menait 2-0. Mais en fin de match, Balotelli à la 71e et Donis à la 77e minute de jeu permettent en tout cas à cette équipe de Nice d'arracher le match nul. Alors vous allez entendre la réaction de Paul Bess, le défenseur de cette équipe de Nice. Lui, il revient sur le fait que Nice réagit plutôt qu'elle n'agit. Et Patrice Garande, lui est quand même content. Un point à Nice, c'est bien, mais il regrette la seconde période. Tout le monde ne va pas venir chercher, va pouvoir chercher des points du côté de Nice. Alors ça, c'est le point positif, c'est une bonne réaction. Une fois de plus, on a fait preuve de caractère. On a démontré qu'on était capable, quand on joue notre jeu, de mettre les équipes en difficulté, quelles que soient les équipes. Et donc la réaction a été très bonne. Je suis fier de la réaction qu'on a eue. Malheureusement, c'est une réaction. Et on doit plutôt être dans l'action que dans la réaction. Ça fait plusieurs matchs où on prend des buts et on court après le score. C'est jamais évident d'être mené contre une équipe comme, en l'occurrence comme Caen, qui joue bas, qui joue resserré. Ils nous mettent ce deuxième but rapidement en début de deuxième. Et c'est jamais évident. Après, le gros point positif, c'est qu'on n'est pas loin de renverser, de gagner le 3-2. On peut le souligner, il y a au moins, je pense, un penalty qui n'a pas été sifflé, avec des circonstances un peu bizarres. Il faut le souligner aussi, quand nous, ça va pas, on le dit, alors on se cache pas derrière ces pénaltys, mais voilà, on n'est pas loin de renverser le score. Et ça, c'est du positif. Mais voilà, ça m'embête qu'on soit dans la réaction. On doit être plus dans l'action. Il y a eu une mi-temps de trop.
Non, mais si on nous avait dit avant qu'on prendrait un point à Nice, on aurait signé tout de suite. Après, la physionomie du match, en menant 2-0 à la mi-temps. Voilà, j'ai beaucoup aimé la façon dont on a abordé le match jusqu'à la mi-temps. Ensuite, en deuxième mi-temps, je veux dire, c'est presque normal que Nice revienne. On a joué tellement bas parce que on a tout simplement manqué à la fois de justesse technique, voilà, et de mouvement pour ressortir le ballon. Donc, devant la qualité adverse, on s'est retrouvé acculé sur notre but et forcément, vous avez tous, on a eu un épisode dans la semaine quand on joue dans les 18 mètres et qu'on a acculé 60 buts, ça devient compliqué. Donc je suis quand même, voilà, c'est un bon point, il va compter. On a battu Nice une fois, on fait un match nul, voilà, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui l'ont fait. Il y a un tout petit peu de regret sur le contenu de la deuxième mi-temps. J'aurais aimé qu'on soit à 10-15 mètres plus haut et puis qu'on arrive à sortir une ou deux fois pour pouvoir faire mieux, mais bon, c'est déjà pas mal. Bah oui, pour faire mieux, mais bon, quand on n'a pas pu faire mieux, mais c'est déjà pas mal de prendre un point du côté de Nice. Nice qui marque un petit peu le pas en ce moment, ce qui n'est pas le cas, transition toute trouvée, avec l'Olympique de Marseille qui recevait l'équipe d'Angers de Stéphane Moulin. Et c'est Marseille qui s'impose 3-0, un but de Thauvin à la 9e minute de jeu, et un but de Rémi Kabala quelques minutes plus tard à la 20e minute de jeu, et un doublé pour Florent Thauvin à la 77e minute de jeu. Cette équipe marseillaise qui marche bien avec justement la réaction de Dimitri Payet. Il est content car les sensations reviennent pour lui. Il s'entend de mieux en mieux avec justement Morgan Sanson. Et pour Stéphane Moulin, bien sûr, tout le monde, il revient sur le fait que tout le monde n'a pas un Payet, un Thauvin dans son effectif. Et en tout cas, il a fait de belles éloges sur cette équipe marseillaise. Allez justement entendre leur réaction. Ça va mieux, je l'ai dit, voilà, je retrouve mes sensations, donc ça me permet d'être plus présent dans les 30 derniers mètres. Voilà, après, j'arrive à être décisif par des buts et des passes, c'est ce qu'on me demande, donc c'est très bien pour tout le monde. On va dire qu'on a fait une grosse première mi-temps, on voulait vraiment débuter fort et marquer assez rapidement, on a pu le faire, donc ça nous a permis ensuite de pouvoir gérer ce match. Oui, bien sûr, c'est vrai qu'on avait un peu de mal à se trouver parce que Morgan et moi on était nouveaux, donc voilà, au fil des entraînements et des matchs, maintenant on a vu que ce soir on pouvait combiner, bien faire des 1-2, des 1-2-3 et finir nos actions, donc c'était très bien pour la suite. Au moins comptablement ça va mieux. Après bien sûr qu'il fallait digérer parce qu'il y a une fin de saison importante à réaliser, donc après je l'ai dit, voilà, si on arrive à apprendre de ces confrontations, ça nous permettra de sortir ce genre de match. Après ça reste 2 victoires, mais il en reste encore 9 à jouer et il n'y a pas beaucoup d'écart au classement, donc on est devant. Espérons qu'on le soit aussi à la fin de cette journée, on nous de mener la danse. Bien sûr, il reste un match avant la trêve, ce serait bien d'aller à Lille, on sait que ça va être difficile, mais d'essayer de prendre 3 points là-bas pour avoir une trêve où on pourra travailler sereinement. Non, tout le monde avait pronostiqué une victoire de Marseille, donc c'est simplement la logique qui a parlé. J'avais dit avant de venir, hormis Paris et Monaco, ils avaient fait 6 victoires d'affilée et ils étaient à 15-1. Pour une équipe qui défend pas bien, pour une équipe qui est pas très bonne, ils sont à 18-1. C'est pas mal quand même pour une équipe qui est pas... Vous savez, il y a pas dans toutes les équipes des Payet, des Thauvin. Enfin, je sais pas, moi, quand je vois le potentiel offensif qu'ils ont, Morgan Sanson qui est en pleine éclosion, Rémi Cabella quand même qui c'est pas des... Enfin, c'est des joueurs de talent, quoi. L'éclosion du petit Lopez. Enfin, ils ont je trouve une capacité à déstabiliser l'adversaire à la fois collectivement dans du jeu combiné et individuellement quand ça marche pas, ou sur coup de pied arrêté, parce qu'ils ont des armes aussi. On pensait que ce serait Payet, finalement c'est Thauvin, donc ça veut dire qu'ils ont quand même des armes. Donc ils ont quand même, moi je trouve, une belle armada avec un Gomis qui est pas là. C'est quand même, je sais pas, moi je trouve ça. D'ailleurs, les résultats le prouvent. Hein. Il y a que le classement qui a mis du temps à le révéler. Mais bon, ils vont finir 5e ou 6e ou peut-être 4e. Ou peut-être 4e, oui, Stéphane Moulin a peut-être raison. C'est vrai que cette équipe, il y a encore quelques points à avoir pour se rattraper à cette équipe de Lyon. Mais en tout cas, cette équipe marseillaise marche, en tout cas pour le moment, très bien. Elle avance bien. Et ce qui est le cas aussi, justement, transition également trouvée avec Monaco. Monaco, on en parlait justement pour la Ligue des Champions, qui sera opposée ce mercredi à l'équipe de Manchester City. Et Monaco qui recevait notamment Bordeaux. Et c'est Mbappé, le joueur en forme du côté de Monaco, 68e minute de jeu, que Arsène Wenger compare déjà à Thierry Henry. Voilà ce qu'il a dit de Kylian Mbappé. C'est vrai que c'est un joueur très adroit devant le but et qui va très très vite. Et puis qui a une bonne technique également. Avec un but à la 68e minute de jeu, c'est Joao Moutinho qui va doubler le score pour cette équipe de Monaco, avant que Diego Roland ne réduise le score pour l'équipe bordelaise à la 84e minute de jeu. Mais c'est Monaco qui s'impose 2-1.
Juste à quelques jours du match contre Manchester City, c'est bien justement de se mettre en confiance. Et vous allez justement écouter Bernardo Silva qui lui revient sur le très bon match de son équipe et qui déjà se projette sur Manchester City avec, il espère, l'appui du public. Ils peuvent le faire. Et il revient aussi sur Mbappé, justement, je vous le disais, qu'Arsène Wenger compare déjà à Thierry Henry et il n'a que 18 ans. C'est quand même pas mal. Oui, je crois qu'aujourd'hui on a joué un match très difficile. Bordeaux, ils sont dans un très bon moment, ils défendent très bien. Ils ont bien étudié aussi Monaco et on a vu que c'était un match très difficile pour nous. Heureusement, on a arrivé à gagner les 3 points, que c'est le plus important pour nous. Oui, c'est vrai que maintenant on a 5 points d'avantage contre Nice. On va regarder demain Paris. On continue à faire notre travail, essayer de gagner le plus de matchs possible pour à la fin du championnat gagner ce titre, que c'est très important pour nous. Oui, Kylian, il a 18 ans, c'est incroyable ce qu'il fait maintenant. On savait dès le début qu'il est un joueur un peu différent, la forme qu'il touche la balle et tout ça. Il est un joueur qui a quelque chose de spécial. En plus, il travaille beaucoup et j'espère qu'il continue comme ça pour nous aider à gagner des titres. Il faudra faire un match exceptionnel parce qu'on sait que City, ils sont bien. Mais ici, à la maison, avec nos supporters, on peut le faire. On a cette ambition, après on verra. Oui, on voulait les contrarier un petit peu, on avait mis un plan de tactique en place qui a pas mal marché pendant 60-65 minutes. Après c'est vrai que Monaco a appuyé et a fini par marquer sur on va dire un cafouillage. Ça fait partie du foot, c'est dommage parce on était dans les temps, on voulait les faire douter, les obliger à pousser et pouvoir se créer un peu plus d'espace. Et malheureusement, comme je dis, ils ont marqué ce premier but qui a déclenché un autre match. Elle a l'allure d'une équipe qui joue le titre parce que ils sont efficaces, ils ont la réussite avec eux, ils ont tout. Ils la provoquent aussi, mais c'est une équipe qui aujourd'hui est un vrai candidat, on le voit dans le scénario des matchs. Non, c'est pas compliqué parce que nous on est focalisé sur le travail et la continuité de ce qu'on montre depuis début 2017. Donc je pense que c'est un match intelligent. On voit que les gars ont appris pas mal cette saison. C'est un match où malgré tout on finit un score serré chez le premier. Donc ça reste encourageant dans la façon d'aborder ces matchs-là. Eh bien oui, c'est encourageant pour Bordeaux, même s'il y a la défaite au bout, mais ils étaient quand même du côté de Monaco. Allez, on revient vers chez nous, vers la Franche-Comté, plus près, mais du côté de Nancy cette fois-ci, avec Nancy qui recevait Lille. Lille qui a besoin de points, et Nancy aussi également. Et ça commençait bien pour les hommes de Pablo Correa, avec ce but de la 31e minute de jeu, une belle tête de Issar Dia. On se dit que Nancy va sans doute inscrire le deuxième but car ils ont eu de grosses occasions. Mais c'est finalement Nicolas Depréville sur penalty qui égalise pour cette équipe de Lille avant que Lopez, à la 82e minute de jeu, n'offre la victoire pour cette équipe lilloise. Alors vous allez entendre les réactions de Pablo Correa qui lui regrette ce deuxième but qui pour lui est entaché d'une faute de main au départ de l'action. Et puis surtout que Nancy n'a jamais pu mettre ce second but. On sait qu'en football, le deuxième but, quand on a ouvert le score, est souvent le plus important. Et puis Franck Passy également, qui en fait n'avait sélectionné aucune des recrues arrivées au Mercato. Et c'est peut-être ça la recette, de prendre des joueurs qui sont aguerris à la Ligue 1 et de se passer justement des recrues arrivées et qui n'ont pas encore l'expérience de la Ligue 1 et qui félicite bien sûr l'ensemble de son groupe pour les 3 points justement avant de recevoir l'Olympique de Marseille au prochain match. Colère parce que ça nous échappe un résultat pour des choses qu'on ne maîtrise pas. C'est vrai qu'on a dans l'ensemble le match s'est passé assez bien. On a vu la manque d'efficacité pour marquer le deuxième but. Il y en a vu qu'un scénario et le pire qu'on aura pu vivre. C'est pas l'égalisation qui me dérange, c'est le deuxième but qui est entaché d'une faute de main au début de l'action. Très grande et qui amène le deuxième but. C'est notre histoire, c'est l'histoire de ces matchs-là, mais c'est quelque chose qui se répète. On a tiré beaucoup, peu cadré, mais on a tiré beaucoup. Mais on a vu les occasions des 2-0, on n'a pas su marquer et l'adversaire il a su, certes. Les occasions, on les a vues, je ne peux pas me plaindre de ça. C'est tout simplement que vous regardez bien les occasions qu'on a en première mi-temps, ça suit d'une occasion de l'adversaire et c'est exactement valable pour ce qui s'est passé dans le deuxième but. On a une bonne occasion.
On a failli marquer, on ne marque pas. Voilà, il y a sur un contre, on prend un deuxième but mal équilibré. Bien évidemment, c'est beaucoup de choses. Moi, ça me dérange quand ça nous échappe comme ça et on ne peut rien faire parce que c'est l'arbitre qui décide, voilà, le résultat. Oui, je crois qu'on ne va pas retenir la manière avec laquelle on a gagné ce soir. Par contre, on a 3 points de plus et puis on met la zone de barrage à 5 points. Oui, mais déjà, c'est très bien que les joueurs agissent. C'est très bien qu'ils aient montré cette image à 0-1 et qu'on soit revenu à égalité, puis ensuite qu'on soit passé devant avec beaucoup de courage. Justement, on dit beaucoup que ces joueurs-là, ils ne sont pas prêts pour jouer ce genre de rencontre. Ce soir, ils ont démontré le contraire. Oui, tous les entrants, tous ceux qui sont rentrés ont fait du bien à l'équipe et ont permis de gagner ce match-là et de prendre ces 3 points. Et ça fait 2 matchs qu'on voit que c'est pas un groupe de 11, c'est un groupe de 18 ou de 28 qu'on a au LOSC. Oui, je sens surtout des joueurs qui reprennent confiance. 3 bons points. Oui, c'est un point positif avant la réception de Marseille. Ça va peut-être nous permettre d'avoir assez de confiance pour pouvoir jouer contre un grand Marseille parce que c'est une grande équipe et puis essayer de prendre les points qu'il faudra prendre. Ben oui, il faudra prendre des points, comme le dit si bien Franck Passy, en recevant l'Olympique de Marseille. Allez, cette fois-ci, on parle de Montpellier, Montpellier qui recevait une équipe nantaise qui est en forme en ce moment et ça va le prouver, mais c'est Steve Mounier qui va marquer le premier but à la 12e minute de jeu d'une belle tête. Et finalement, c'est Nantes qui va égaliser par Préjus Nakoulma qui vient tout juste d'arriver au Mercato. Et c'est ce même joueur qui va récidiver à la 68e minute de jeu. Pourtant, Montpellier va égaliser à la 84e minute de jeu avec un chef-d'œuvre de Riyad Boudbouz, un très bon coup franc qui finit en pleine lucarne. Et c'est finalement Emiliano Sala à la 89e minute de jeu qui met dans le vent sur un crochet 2 défenseurs montpelliérains et qui trompe le gardien Jourdain, le gardien de Montpellier. Et ça fait 3-2 pour cette équipe nantaise. Alors vous allez avoir les réactions de Elias Skiri qui lui est déçu de cette partie. Et surtout, il va falloir regarder, va commencer à regarder derrière parce qu'avec un point pris sur 9 possibles, ça remonte. En tout cas dans cette Ligue 1, mais de l'arrière. Et Préjus Nakoulma qui lui, il se fiche complètement du nombre de buts qu'il va inscrire. Il est là simplement pour aider son équipe. Très déçu, on avait vraiment à cœur de gagner pour espérer une seconde partie plus agréable, une seconde partie. Entrer dans ce top 10 et on l'a pas réussi encore. C'est ce qui nous fait défaut depuis le début de saison. On a eu beaucoup d'opportunités de passer dans ce top 10 et on l'a jamais fait. Donc si on l'a jamais fait, c'est qu'il y a des raisons pour l'instant. On y était préparé, ça a été le discours et pendant toute la semaine, on savait que c'était une équipe très agressive, très solidaire. On devait être prêt. Après, ils ont très bien joué leur jeu et voilà, on a répondu en revenant, mais on a craqué sur la fin. C'est vraiment très dommageable pour nous. Sur 9, oui, mais à part ce match de ce soir, on ne peut pas dire que nos performances étaient très mauvaises. On a joué Nice-Monaco quand même, où on ressortait déçu parce que le résultat n'était pas là, mais les prestations et les performances étaient plutôt bonnes. Donc c'est ce match de ce soir qui est très dur à encaisser et il va falloir très vite se remettre au travail parce que le maintien n'est pas encore acquis. Oui, un match un peu bizarre. Mais pour nous, l'essentiel c'était de gagner le match et on l'a fait même si ça a été vraiment très difficile. Et ça prouve que nous sommes une équipe très forte mentalement, et collectivement et physiquement. Oui, mais comme je l'ai dit aujourd'hui, on a montré vraiment qu'on est prêt physiquement, collectivement et encore mentalement. Et c'est ça qui a vraiment joué dans les dernières minutes de ce match. Je pense qu'on est vraiment à féliciter tout le groupe et même tous ceux qui étaient sur le banc et particulièrement le staff. Comme je l'ai dit, moi je compte pas les buts ou moi l'essentiel c'est d'aider le groupe à remporter le maximum de matchs possible, aller vers l'avant et monter un peu vers le tableau aussi. Oui, je pense qu'on a déjà notre objectif. C'est à nous de continuer à travailler, continuer à bosser, continuer à gagner les matchs et on verra à la fin de la saison quel niveau on sera. Oui, on verra en fin de saison où sera cette équipe nantaise et où sera cette équipe de Montpellier, car derrière ça remonte, il faut faire attention. Allez, on part du côté du Stade Rennais qui recevait l'équipe de Dijon. Une équipe de Dijon qui va ouvrir le score avant la mi-temps, la 42e minute de jeu par Julio Tavares. On se dit que cette équipe rennaise va devoir courir après le score et c'est Wesley Saïd qui va marquer l'égalisation à la 59e minute de jeu. Et finalement, on en reste là, un but partout. Alors à la fin de la rencontre, Christian Gourcuff, vous allez l'entendre, pointe lui le manque de maîtrise de son équipe. Et il avoue même que son équipe aurait pu perdre cette rencontre. Et de l'autre côté, Olivier Dalloglio, lui pointe plutôt les blessures. Malgré de nombreuses blessures, il a aimé l'état d'esprit de son équipe dans le
car le sprint final est lancé pour lui pour le maintien. Sur les 10 dernières minutes, c'est ce que je dis. Là, si vous avez un gardien qui est pas présent, vous passez la trappe. C'est sans jeu de mots. C'est une question de maîtrise, tout simplement. C'est une maîtrise technique, tactique aussi, parce que ça, on le voit sur la fin de match. Bon, c'est un jeu débridé. Alors ça plaît peut-être mais moi ça me plaît pas du tout. On laisse des espaces incroyables, donc il y a pas suffisamment de maîtrise. Donc un match comme ça, on contrôle. Et l'ouverture, elle peut se faire à un moment donné. Même si on n'est pas obligé de faire la différence en première mi-temps. On a vu que je sais pas énormément d'occasions en première mi-temps quand même, mais sur le 1-0, le doute s'installe et puis on part. On n'a plus du tout de maîtrise. On devrait l'avoir, mais c'est encore du boulot. Après, on va pas parler des absents, mais c'est vrai que on peut espérer retrouver quand même ces prochaines semaines un peu plus de maîtrise dans ce secteur de jeu, parce que c'est aussi dans la tenue du ballon qu'on doit se sécuriser. Par faire le même discours tous les semaines, c'est vrai que c'est décevant parce qu'on espérait prendre les 3 points ce soir, évidemment, comme tous les matchs et surtout à domicile, mais il y avait trop d'insuffisance. Et moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'on est passé près d'une défaite. Oui, on est toujours... Non, pour nous, c'est important. Ouais. C'est important parce qu'on bosse pas mal, on travaille, on sait qu'on a des petits pépins, on a eu des pépins de blessures, encore dernièrement, jusqu'à hier, puisque Flo-Balmont a déclaré forfait hier. Voilà, on a des petits problèmes, mais le groupe est là, il est présent et dans l'état d'esprit. Et ça, c'est important pour ce sprint final qui, pour moi, est lancé déjà. Non, c'est pas déception, c'est un très bon point. On vient à Rennes, on sait que c'est difficile, très compliqué. On était sur une série négative depuis un bout de temps. C'est vrai qu'on a rencontré aussi des équipes difficiles. Nice et Lyon, c'est pas facile. Et aller à Nantes non plus. De repartir sur une série positive, non, c'est très très bien. C'est ce qu'on voulait. Prendre un point, c'est très très bien. Ben oui, prendre un point, c'est bien, mais cette équipe de Dijon, ce n'est pas forcément suffisant. On regardera justement le classement tout à l'heure. Avec justement cette équipe de Guingamp qui recevait une équipe de Bastia qui était mal en point et qui a surtout besoin de points. Et cette équipe de Guingamp a battu sèchement les Corses 5-0. Tout a commencé en seconde mi-temps avec un but de Salibu à la 48e minute de jeu. C'est ensuite Lucado à la 57e qui inscrit le second but avant que Jimmy Briand ne marque le troisième à la 70e minute de jeu. Ludovic Blas à la 79e et c'est Mendy qui clôture le festival guingampais à la 87e minute de jeu. On va entendre justement les réactions d'Étienne Didot, le milieu de terrain de cette équipe guingampaise, qui lui attendait une victoire nette. C'est un soulagement aussi pour sa défense et son gardien, car Guingamp n'a pas pris de but et Guingamp a toujours pris des buts. Et vous allez entendre aussi Camboiré qui insiste. On a marqué en seconde mi-temps avec un bon travail de Sab qui a été fait en première mi-temps et surtout une bonne efficacité. Et Rui Almeida, lui, on lui parle de naufrage. Non, il assume ce qui s'est passé sur le terrain. Tu perds 5-0 ou tu perds ou pas, tu perds 3 points en espérant qu'on puisse faire un match à 11. J'analyse pas l'arbitre comme il dit, mais mon équipe. Ouais, c'est vrai qu'on était en attente d'une victoire comme ça importante, d'une victoire nette. Et des bons matchs ces derniers temps, mais il n'y a pas eu la victoire. Donc on a été costaud la semaine dernière à Montpellier, on a pris un point. On voulait repartir de l'avant après la qualif en coupe et la victoire de ce soir. Donc ça fait des beaux matchs, des bons résultats et c'est de bon augure pour la fin. Ouais, c'est un grand soulagement parce que même des matchs qu'on a gagnés, on a toujours encaissé des buts. Et c'est vrai que c'est dur pour notre défense, pour notre gardien. Donc on avait à cœur de rester hyper concentré. C'est pour ça que jusqu'au bout, on était à fond pour surtout pas prendre de buts. Oui, je pense qu'on s'est créé un très très grand nombre de situations en première période. Il manquait plus que l'efficacité. On savait que si on faisait la même seconde période avec un peu plus de concentration dans le dernier geste, on allait scorer. C'est ce qu'on a fait. Bizarrement, on a marqué les buts en deuxième mi-temps, alors on a plus de situations en première. Il faut croire que cette première mi-temps qui était de qualité, on a fait un énorme travail de sap. Et forcément que le premier but nous fait beaucoup de bien et anéantit les espoirs de cette équipe bastiaise et mentalement on leur faire très mal parce qu'une fois qu'on a marqué le premier but, on a senti qu'après il y avait plus d'espace, plus de possibilités et puis on a été hyper efficace. Bien sûr, tout le groupe s'est frustré pour le résultat. Plus que parler de naufrage, tirer des conclusions du match sur l'intérieur du groupe, travailler pour le match de Metz. Nous avons 6 joueurs sous les bancs. Malheureusement, ça a passé avec une chose qui est très importante. Toute la responsabilité de tout ce qui se passe sur le terrain
c'est de moi, c'est l'entraîneur. Et je prends toute la responsabilité que ça a passé sur le terrain. Comme je dis avant, le plus important maintenant pour nous, c'est réfléchir sur ce qui s'est passé. Chaque match, tu gagnes, quelque équipe qui gagne 5-0, perd 5-0, perd seulement 3 points. C'est fini. C'est pas 30 points. C'est 5 points. Les questions de naufrage, on ne sait pas de naufrage, c'est 3 points. C'est très important de comprendre. Je ne sais pas, je suis frustré. Les joueurs sont frustrés, bien sûr. C'est pas compliqué de comprendre ça. Mais le plus important maintenant, est le caractère de les équipes et les personnes qui travaillent au Sporting de Bastia. Et ça, c'est le moment difficile que nous regardons ça. Et ça, c'est ce qui s'est passé avant et maintenant. J'espère que nous pouvons faire un match avec 11 joueurs. Rien à dire. Ça, c'est pour vous analyser l'arbitre. C'est pas pour moi. J'analyse ma équipe. Ma équipe, oui, son équipe. Oui, moi je suis un peu d'accord avec lui. Qu'on perde 5-0 ou 1-0, de toute façon, on perd 3 points. Allez, on passe au match qui avait lieu ce dimanche avec Saint-Étienne qui recevait Metz. Saint-Étienne qui n'est pas forcément très bien en point aussi en ce moment. Et ben, c'est finalement Metz qui a ouvert le score dès la première minute de jeu par Ismaïla Sarr. Et c'est ensuite Beric qui va égaliser pour cette équipe stéphanoise avant que Simon Fallette ne mette le deuxième but pour cette équipe messine, qui aurait presque pu mettre ce troisième but. Elle en a en tout cas eu les occasions. Et c'est finalement encore une fois Loïc Perrin à la 90e minute de jeu qui sauve Saint-Étienne. Alors vous allez entendre justement la réaction du buteur stéphanois qui lui insiste sur le fait qu'il faut vite regagner et garder cet état d'esprit car un match n'est jamais terminé. Et Philippe Inchberger qui lui est frustré justement de ne pas ramener 3 points de Saint-Étienne car ce Metz a eu beaucoup d'occasions. Et surtout, il indique qu'il faut offrir une statue à Loïc Perrin qui a souvent sauvé son équipe en fin de match. Ouais, mais bon, ça n'a pas suffi ce soir. L'objectif, c'était de prendre 3 points parce qu'on était sur une très, très mauvaise série en championnat. Et ce soir, c'est un échec parce que même si c'est un moindre mal d'arracher le match nul vu la physionomie du match, mais il faut qu'on arrive à faire mieux. On avait fait le plus dur en revenant au score, puis on prend ce deuxième but quand même assez naïvement sur une erreur de concentration. Mais c'est des erreurs qui coûtent cher surtout en ce moment. Ouais, ça paye cash. Le match, il part mal. Alors bon, quand on prend des buts, il y a toujours des petites erreurs. Là, il met une frappe fantastique. Après, c'est des choses qui arrivent. Et on a poussé en fin de première mi-temps, c'était beaucoup mieux. En deuxième mi-temps, on est revenu avec des bonnes intentions. Et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment dommage en étant revenu au score de prendre ce deuxième but. Ouais, c'est des points. C'est un point, de toute façon, c'est un point qui va compter. Tous les points sont importants, mais il va vite falloir regagner. Mais il faut garder cet état d'esprit. Un match, c'est jamais terminé. On peut toujours marquer. Voilà, il faut encore être plus déterminé dans les deux surfaces pour gagner ces matchs. Bon, de toute façon, maintenant, il faut qu'on rattrape tous ces points perdus. À domicile, que ce soit contre Caen ou ce soir contre Metz. Il faut jouer pour gagner et on verra ce qui se passera. Non, franchement, on est hyper déçus, quoi. On est frustrés du résultat. Après, c'est sûr qu'avant de venir à Geoffroy Guichard, on pense toujours que prendre un point, c'est une bonne opération. Surtout que nous, je crois que sur nos 7 derniers matchs à l'extérieur, on a perdu 6 sans mettre un but. Donc voilà, on ne peut pas faire la fine bouche non plus sur notre performance, par contre. Voilà, notre performance va dans la lignée de ce qu'on fait dernièrement, notamment à domicile. Mais ce soir, on était à l'extérieur, dans un joli stade, contre une belle équipe. Voilà, il y avait largement de quoi prendre 3 points quand on voit le déroulé du match. Ah ben, je sais pas, moi j'ai rien vu du banc, donc a priori, si elle ne franchit pas, c'est que si le but n'est pas accordé, c'est qu'a priori, la balle ne franchit pas. Je ne sais pas pourquoi Nguet, il ne met pas plus fort. Peut-être qu'il ne peut pas. Je n'ai pas bien vu, du banc, c'est compliqué. Bon, il nous a manqué de mettre un petit but pour se mettre à l'abri. Vous savez, quand vous menez 2-1, vous n'êtes jamais à l'abri, comme on l'a vu, d'un coup franc qui est sifflé à 10 secondes de la fin. Donc dans le temps additionnel, il n'y a rien à dire là-dessus. Et puis voilà, après, Saint-Étienne, de temps en temps, faut qu'il fasse une statue à Perrin, quoi, parce qu'il leur sauve des coups énormes. C'est lui qui met sur la barre déjà avant, je pense. Donc voilà, on le sait, mais bon, c'est bien frappé, c'est bien repris. Nous, on a beaucoup de frustration. Donc ce qui nous a manqué, c'est simplement de mettre un but au moins à 2-1, quoi. Je pense qu'on a quand même les occasions pour marquer. Bah oui, ils ont eu les occasions pour marquer, mais ils n'ont pas marqué ce petit but qui aurait pu leur faire beaucoup de bien. Allez, on passe du côté de l'Olympique lyonnais qui avait battu l'AS Rome en Europa League 4-2 et qui recevait Toulouse de Pascal Duprat. Et finalement, Toulouse s'est fait corriger au stade des Lumières. Ça a commencé par Jallet à la 36e minute de jeu avant que Maxwell Cornet à la 47e ne double la mise pour cette équipe de Lyon. Depay après va réussir à doubler à la 53e et un but fabuleux à la 82e minute de jeu. Alors, si vous n'avez pas revu ce but, voyez-le, un but du milieu de terrain. Voilà, Depay fait un tour sur lui-même, il ne regarde absolument pas le but à aucun moment. Il frappe et là Alphonse
et lobé. Il ne peut absolument rien faire. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez le revoir, c'est assez sympathique. Et vous allez justement entendre la réaction de Maxwell Cornet qui lui parle qu'il y a eu beaucoup d'efficacité ce soir pour cette équipe lyonnaise. Et ceux qui jouent moins ont répondu présent. Bruno Genesio a en tout cas été intelligent dans son turnover. Et Olas qui dit simplement c'est jamais simple d'enchaîner après un match de Coupe d'Europe. Et vous allez entendre aussi Pascal Duprat. On a les champions du monde de la marche. Je ne savais pas qu'ils étaient à Toulouse. Donc il va pouvoir les emmener marcher du côté de la Garonne. C'est ce qu'il dit. Et des coups de pompe dans le cul. On verra la prochaine compo d'équipe. Donc allez écouter ça, c'est du Pascal Duprat. Et après on parlera d'une petite anecdote. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a montré un beau visage, mais bon, je pense que c'est à l'image de ce qu'on produit ces derniers temps. Donc il va falloir continuer comme ça. Tout le monde est concerné, toute l'équipe est concernée. Aujourd'hui, on a vu que même ceux qui jouent moins peuvent répondre présent. Et voilà, c'est bien pour l'équipe, c'est bien de savoir que le coach peut nous faire confiance. Et aujourd'hui, en plus, il y avait la manière, donc je pense que c'est le plus important. Non, il n'y a aucune pression à avoir. Après, c'est vrai que quand le coach nous aligne, c'est qu'il nous fait confiance. Après, aujourd'hui, on a répondu présent. Il va falloir répondre présent encore dans les prochains matchs. On sait qu'il y a de gros matchs qui nous attendent, donc il va falloir bien se reposer et surtout ne pas s'enflammer et continuer à travailler. C'est vrai que dans les 15 premières minutes, on s'est fait peur, mais on a réussi à rester solide et à mettre le but qui a pu nous libérer par la suite. Et après, je pense qu'on a pu dérouler le jeu et prendre du plaisir. Ouais, c'est vrai qu'à la mi-temps, il y a Joe Bats et Jay qui m'ont beaucoup parlé, donc qui m'ont dit de prendre ma chance de tenter. Voilà, aujourd'hui c'est rentré, c'est bien pour la confiance. Il va falloir continuer comme ça. Oui, c'est un scénario un peu chanceux, parce que même si on a bien joué, dominé les débats, en fait Toulouse aurait pu marquer d'entrée 2 fois. Et donc ce qui veut dire qu'on a encore du chemin à parcourir si on veut être efficace jeudi et surtout ne pas prendre de but, ce qui a été le cas ce soir. Mais il faut le reconnaître avec un petit peu de réussite. Maintenant, tout le reste a été très bien fait. Le plus dur, c'est toujours quand on fait une très bonne performance en Coupe d'Europe et en particulier en Europa League ou Champions League, c'est d'assurer le match d'après parce qu'il y a souvent une baisse de régime. Une fois de plus, au travers de ce que l'on voit, Memphis nous régale. Il a fait un geste... je ne sais plus en quelle année Pelé avait fait ça en Coupe du Monde. En tout cas, Bernard me l'a rappelé. Mais voilà, c'est le signe d'une très grande classe et on est très heureux. En fait, quand on rentre à la mi-temps et qu'on est mené au score, on a presque envie de se pincer pour y croire. Ce qui a fait la différence, c'est que je crois que Lyon a cadré 4 frappes, les 4 premières frappes, 3 buts. Il est plus difficile de marquer le but de Jallet que de toucher les poteaux comme on l'a fait. Mais bon, c'est le football. Et puis après, on a l'impression d'être toujours dans les débats au niveau technique, même si on s'égare un peu. Mais on en a déjà 3 dans la fraise. Donc il faut absolument qu'on se reprenne. On était venu ici en se disant que Lyon était supérieur au TFC. On en a eu la confirmation. Est-ce qu'on a fait un complexe d'autosuffisance ou, enfin, je sais pas, de complexe de suffisance en tout cas. Ce qui me gêne, c'est qu'il y a des garçons comme Silla ou Somalia qui font des kills, qui s'égarent de temps à autre techniquement, puis que j'en ai d'autres qui font moins de kills, quoi. Voilà. Et j'ai des champions du monde des marcheurs. Alors certains devraient courir, parce que de toute façon, le problème c'est qu'à force, ils vont aller marcher au bord de la Garonne. Non, pas du tout. Ils m'ont tellement donné de satisfaction. Je leur en veux pas, mais il faut qu'on soit ensemble, tous ensemble. Voilà, tous ensemble. On restait sur 6 résultats positifs, même si certains ne nous ont pas contentés. Dernier match nul contre Lille. Puis là, on subit un coup d'arrêt, mais Lyon, encore une fois, est supérieur. Et je pense que le score est lourd par rapport à la production de notre équipe. Il y a soit des piqûres, soit des coups de pompe dans le cul. Voilà. Donc tu verras les prochaines compos d'équipe. Bon, tu verras les prochaines compos d'équipe. Bon, en tout cas, les joueurs sont prévenus. Donc ceux qui ont marché iront faire un tour du côté de la Garonne. Mais les champions du monde de la marche sont du côté de Toulouse, selon Pascal Duprat. Justement, Duprat qui compare son président à Olas. Et comme il dit à Toulouse, j'ai tout trouvé. Olivier Sadran est foncièrement honnête, sans détour. Il a de vraies valeurs et il sait garder la mesure. Je ne dis pas ça à des fins politiques, c'est la vérité. Bon, non, en plus, on est en plein dedans, politique en ce moment. Il n'est pas très communicant, c'est vrai. Il met de l'argent de sa poche, mais ne le dit pas. Bien sûr qu'il est de la trempe de monsieur Olas. Et une autre information, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais Laurent Ruquier a envoyé une demande officielle à Pascal Duprat pour qu'il intègre les grosses têtes sur une radio RTL, on va la citer. Justement, on va voir si Pascal Duprat va en tout cas répondre favorablement à cette sollicitation. Allez, on passe cette fois-ci au dernier match de cette 29e journée de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain qui a pris une rouste, on va le dire, cette semaine face au FC Barcelone 6-1. On en a parlé en début de cette émission et qui se déplaçait du côté de Lorient. Lorient dernier de la Ligue 1.
Et finalement, c'est Edinson Cavani qui va ouvrir le score pour cette équipe parisienne. Mais Lorient va très bien réagir avec Benjamin Janot dès la 29e minute de jeu. Et c'est finalement Paris, avec Nkunku à la 52e, qui offre la victoire à cette équipe parisienne qui en avait quand même besoin. Vous allez entendre justement la réaction de Bernard Casoni, qui lui est assez satisfait de son équipe, plutôt fier de son équipe, qui a tout donné. Mais en face, c'est Paris qui reste une grande équipe. Et Thiago Silva, qui a été beaucoup critiqué dans la presse et qui répond justement que ces critiques ont fait mal après le Barça et il fallait réagir. Ce n'est pas toujours aussi simple. Compliqué, oui, mais bon, le maintien est parti ce soir. Quoi, je veux dire, la course au maintien a démarré ce soir. On savait qu'en gagnant ou en perdant Paris, quel que soit le résultat, c'est le match de Nancy qui va tout déterminer. Quoi. Voilà. Disons que j'attendais un comportement de la part de mon équipe, une attitude, un comportement, et elle a eu ce soir. Donc on a eu une organisation cohérente, on est resté concerné tout le match, et ça c'est un point positif. De la fébrilité, je ne dirais pas de la fébrilité, ça reste quand même une grande équipe. Relever la tête après ce qu'ils ont vécu à Barcelone, c'est pas évident, ni pour l'entraîneur, ni pour les joueurs, mais bon, ça reste quand même une grande équipe. C'était très important sa victoire aujourd'hui parce que c'était un moment difficile pour nous de revenir et de concentrer dans le championnat. Mais je crois que les joueurs qui sont entrés aujourd'hui dans le terrain, ils ont donné tous. Et c'est très important de faire 3 points aujourd'hui et maintenant de continuer à penser vers l'avant. C'est difficile, mais si tu penses les choses que tu fais mal, tu vas faire mal. Je dois arrêter, essayer de penser devant, parce que dans la presse, beaucoup de gens qui parlent, parfois fait le mal si tu regardes. Et maintenant, nous sommes déjà un peu plus d'expérience. Et maintenant, on ne doit pas regarder les choses qui sortent et juste penser avant, même si on sait tous qu'on n'a fait pas un bon match. On n'a fait pas un bon match à Barcelone. Mais maintenant, on doit penser avant. On a parlé déjà pour arrêter de parler sur ce match-là, même si je crois qu'on n'a fait pas un bon match. Mais il avait des erreurs aussi incroyables dans un match comme ça qui c'est difficile de parler parce que tu as pris 6 buts et après tu vas parler d'arbitrage. C'est un peu difficile, non? Maintenant, on doit juste regarder notre jeu, la personnalité qu'on a et de penser vers l'avant parce que dimanche, on a un match très difficile contre Lyon à domicile. C'est toujours difficile de jouer un match comme ça et après avec la sélection. Mais je pense qu'on a une semaine pour préparer ce match-là. Bah oui, c'était pas évident justement après cette défaite face au FC Barcelone d'enchaîner en championnat. On sait que c'est toujours très compliqué, mais cette équipe parisienne l'a fait et en tout cas elle s'est imposée. Et justement, c'est vrai qu'en face, Lorient n'a pas démérité face au Paris Saint-Germain. Alors il est vrai que l'entraîneur des Merlus, Bernard Casoni, a eu du mal à cacher sa frustration par rapport aux performances de son équipe pendant le match. Et justement, il a dit quelque chose, il a dit « je mets des choses en place tout le temps pour une équipe de merde fait chier ». Bon, là il a lâché... Il a lâché ça, à mon avis, sous le coup, bien sûr, de la colère et puis de l'énervement, parce qu'on l'a souligné après la rencontre. Il a félicité son équipe, en tout cas pour l'état d'esprit affiché face aux champions en titre. Alors que le PSG a 2 gardiens dans le viseur. Peut-être que Kevin Trapp ne répond plus aux satisfactions de l'entraîneur Unai Emery, avec Handanovic, 32 ans, 28 matchs en Serie A avec l'Inter Milan cette saison. Et Jan Oblak, 24 ans, 19 matchs en Liga avec l'Atlético Madrid cette saison. Allez, on va vous donner le classement avant d'aller filer vers Alexis de Freitas et les jeunes du FC Sochaux Montbéliard. Avec Monaco premier avec 68 points, deuxième le Paris Saint-Germain 65, troisième Nice 63. Donc tout est serré en tout cas entre ces 3 équipes, même si Monaco se détache un peu avec 5 points d'avance sur le troisième Nice. Quatrième Lyon 50 points, Marseille qui revient bien pour les places européennes en 5e place avec 45 points. 6e Bordeaux, 43 points. En bas de classement, on retrouve 18e Nancy, 28 points. 19e Bastia, 25 points. Et Lorient, 20e avec 22 points. Ça va être aussi très très chaud pour le maintien en Ligue 1. Et on a fini cette page Ligue 1 et on va passer aux jeunes du FCSM. La jeunesse du FCSM. Alexis de Freitas. Et oui, qu'on est Alexis, mais j'avais oublié de vous dire aussi concernant le Paris Saint-Germain avec Aurier qui a mis 8 minutes
pour lasser ses chaussures. Ouais, j'en ai parlé ce matin dans la matinale. Aurier, il n'était pas prêt, il n'avait pas ses chaussettes, pas ses chaussures, pas son short, pas son... Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable, comme c'est des joueurs professionnels. Voilà, je ne remets pas du tout en cause le talent d'Aurier, mais il y a quelques joueurs, dont Aurier, qui n'ont pas un état d'esprit... irréprochable. Ne serait-ce... ils font même pas le minimum, je trouve. Exactement. Donc, sans doute que Paris va se séparer de certains joueurs. D'ailleurs, Unai Emery en a dit quelques mots. Bonsoir Alexis, comment ça va ? Bonsoir, ça va et vous ? Bah écoute, parfaitement bien. On va parler justement des jeunes du FCSM qui étaient sur le pont ce week-end. Alors c'est vrai que c'était après un week-end sans avoir joué la CFA2, se déplacer du côté de Selonget. Alors est-ce qu'ils ont renoué avec la victoire et après leur dernier match perdu, c'était contre Pontarlier 2-0. Eh bien oui, un succès intéressant 1-0 avec intéressant parce que c'était une équipe très jeune, donc un match qui a permis, on va dire, de voir les U19 jouer en CFA2, voir pour eux la différence entre les deux championnats et se préparer pour la saison prochaine, puisque le 11 était le suivant. On avait au ballon au cage, une défense à 4 avec Mbakata et Romain Sans sur les ailes, et la charnière centrale Senadji Pendant, donc Pendant qui était le capitaine du soir en l'absence de Sofiane Dam et Wilson Souprayen. Un milieu à 3 avec Sagoun, Pepeki et Aktas en 10. Archimède et Léo sur les ailes et Brian Lass en attaquant de pointe. Donc un 11 très remanié et assez jeune. Un début de match prometteur avec des Sochaliens qui se montrent convaincants. Des premières tentatives au départ lointaines avec des arrêts assez classe du portier de Selonget qui m'a fait bonne impression, auteur d'une bonne performance. La première grosse occasion, on va dire proche du but, est pour Senadji. À la suite d'un coup de pied arrêté, une tête à bout portant sortie par un nouveau réflexe du gardien. Mais les Sochaliens ont quand même réussi à trouver la faille juste avant la mi-temps, puisque 2 minutes, on joue la 43e, et un mauvais renvoi plein axe de la défense profite à Zepeki, qui reprend le ballon sans contrôle d'une frappe à terre, petit filet, imparable pour le portier, et les Sochaliens mènent donc 1-0 à la mi-temps. Un Sochaux qui va être très appliqué défensivement en deuxième période, puisque Selonget va peiner à trouver des solutions. Selonget qui se montrera très rarement dangereux. Il y a 3 faibles occasions à signaler. Et la véritable occasion qu'ils vont avoir dans le temps additionnel, à la 93e, je dirais, c'est un coup franc direct qui va heurter le poteau extérieur. Donc, ce match va donc se terminer sur un succès 1-0 qui est important puisque au classement, ça nous permet de dépasser Selonget, l'adversaire du jour, et ça nous permet de reprendre la 6e place. On est donc 6e avec 25 points. Eh ben c'est parfait. Alors, vainqueur contre Reims, 3-1 lors d'un match en retard le week-end dernier. Les U17 Sochaliens recevaient Épinal. Se sont-ils rapprochés du titre de champion de France du groupe B ? Eh bien oui, comme tu l'as dit, c'est quasiment acté maintenant pour nous 17, puisque nouveau succès 1-0. Donc pareil pour ce match, un 11 remanié. L'héritier habituel gardien titulaire est toujours là. La défense est cette fois-ci composée de Colis Soumaré, Mathis Kounz, Maxence Lacroix et Sofiane Hadi. Johan Baki, habituel défenseur central, joue lui en 6. Le reste du 11, on va passer rapidement puisque c'est des joueurs habituels à leur poste. On a Gauthier Guéhin, Tony Le Sueur, Tanguy Guyot, Jordan D'Ambrosio et Cameron Jazoug. Un match difficile comme à l'aller, puisque à l'aller, on rappelle que l'équipe Sochalienne l'avait remporté que 1-0. Et un match difficile qui peut s'expliquer, puisque c'est une équipe d'Épinal qui joue son maintien. Donc une équipe qui avait pour objectif de ne pas concéder un gros score et d'être surtout appliquée défensivement. Donc une équipe qui ne venait pas pour faire du jeu. Mais les Sochaliens vont quand même ouvrir le score très rapidement, à la 7e minute, je crois. Avec une tête décroisée de Maxence Lacroix sur un corner de Gauthier Guéhin. Et ça, c'est son premier but de la saison. C'est intéressant puisqu'on arrive à faire la différence rapidement, puisque comme je l'ai dit, c'était une équipe qui allait fermer le jeu. Et on aurait même pu aggraver le score, puisqu'on pensait en faire la différence avec un but du break du capitaine Kounz. Validé dans un premier temps par le juge de touche et l'arbitre, puis finalement refusé pour une faute sur le gardien. On n'a pas très bien compris, une situation assez confuse puisque le but semblait être valable. Mais bon, les Sochaliens sont toujours à 1-0. On va avoir d'autres occasions avec Jazoug, D'Ambrosio
mais la finition va pêcher et on va même avoir un nouveau but d'inscrit avec notamment cette fois-ci c'est Jordan D'Ambrosio qui va inscrire ce but, mais l'arbitre central va à nouveau refuser le but. Cette fois-ci pour un hors-jeu que le juge de touche pourtant ne signale pas. Donc un deuxième but refusé, donc on est toujours à 1-0. Donc puis 1-0, ça sera d'ailleurs le score final. Qu'est-ce qu'on peut signaler dans ce match? Tanguy Guyot m'a fait bonne impression. Tanguy Guyot très dangereux sur le côté droit, de nombreux bons débordements qui ont mis le danger dans la défense d'Épinal, même si les centres n'ont pas été totalement exploités, puisque personne n'a réussi à les reprendre. Mais donc un score de 1-0, c'est un succès important et ça montre l'impact des Sochaliens dans ce groupe, puisque c'était vraiment pas facile. Une équipe d'Épinal qui, comme je l'ai dit, a bien défendu, un marquage très important sur Jordan D'Ambrosio, le meilleur buteur, et une équipe qui a eu très peu d'occasions au final, puisque le portier Sochalien l'héritier a eu très peu de travail à faire. Et donc cette victoire, comme on l'a dit précédemment, elle nous permet de conserver la première place largement, puisqu'on a 15 points d'avance sur le deuxième, le troisième et le quatrième, et la meilleure différence de but de ce groupe, donc de plus 51. Donc pour répondre à ta question, est-ce qu'on se rapproche du titre de champion de France du groupe B? Je dirais oui, puisqu'il reste 15 points à prendre, et on a 15 points d'avance sur le deuxième. Donc mathématiquement, on va dire que les Sochaliens ne sont pas encore champions, même si la différence de but est largement favorable et que les jeux semblent être déjà faits pour nos Sochaliens qui vont sans doute se diriger vers cette première place. Oui, avec plus 51, je crois que c'est il y a quand même voilà, ils ont carrément pratiquement les deux pieds et 3 orteils pour le titre. Allez, après une qualification en Coupe de Franche-Comté sur le terrain de Pontarlier 3-1, les U15 Sochaliens rencontraient cette même équipe en championnat. Alors, ont-ils fait aussi bien que le match précédent? Eh bien oui, une nouvelle victoire 0-2 et une nouvelle victoire sur le terrain de Pontarlier surtout. Donc pour ce match, un 11 différent du match de coupe, ce qui est logique puisque Pierre-Alain Troupe en profite souvent de la coupe pour aligner les jeunes joueurs. Donc cette fois-ci, il aligne à nouveau la carte 3-3, mais Kylian Bonnemain reprend le poste de gardien de but. La défense un peu plus expérimentée avec Cousseau, Trésor, Diane et Boucharène. Un milieu avec Benoît Meud, Gerbert et Antonio devant ces deux joueurs. Et une attaque avec Matteo Philippe, Clément Rafoul et Jésim Pélissard en attaquant de pointe. Donc pour parler des buteurs, eh bien c'est sans surprise Jésim Pélissard, le meilleur buteur qui porte son compteur à 11 buts personnels. Et Wiltord Antonio, donc, qui était le deuxième meilleur buteur des Sochaliens, qui a inscrit son 10e but cette saison. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Que les U15 Sochaliens sont également premiers, toujours premiers et toujours invaincus d'ailleurs, puisqu'ils ont concédé qu'un match nul, sinon ils n'ont fait que des victoires. Et ils ont 8 points d'avance sur la Auxerre qui a perdu un score assez lourd, me semble-t-il hier, et qui est donc deuxième. Et les Sochaliens ont également la meilleure différence de but, tout comme les U17, une différence de but importante puisqu'elle est de plus 40. Décidément, ces attaques sochaliennes, en tout cas, elles sont très prolixes devant les buts adverses et c'est en tout cas une bonne chose. Eh ben, encore merci Alexis pour toutes ces précisions, pour en tout cas ce qui concerne toutes ces rencontres et puis on se retrouve lundi prochain. Oui, on se retrouve lundi prochain. Il me semble que les 4 équipes, CFA2, U19, U17 et U15, évolueront le week-end prochain. Eh ben, c'est parfait. En tout cas, merci beaucoup à toi. On te souhaite une très bonne semaine, un très bon week-end. Mais ça, il arrivera un peu plus tard dans la semaine. Et puis à lundi prochain. Ça va, bonne semaine à vous et à lundi. Allez, bonne soirée, à bientôt. Et on va justement enchaîner sur la Ligue 2 et on va parler du FC Sochaux Montbéliard. C'est parti, donc appelez-nous. Oui, c'est parti pour la Ligue 2, justement avec le FC Sochaux Montbéliard qui sera en déplacement, sera du côté du RC Lens ce soir.
On en parle juste avant. Je vous donne les résultats de cette 29e journée qui a commencé ce vendredi 10 mars avec les résultats entre le Stade de Reims qui a battu l'AC Ajaccio 3-0. Le Gazélec Ajaccio a battu 3-1. Nîmes a battu le Red Star 2-0. Amiens a battu Bourg-en-Bresse 2-1. Clermont est allé battre le Havre qui avait battu Sochaux le week-end dernier et qui s'impose 1-0. Niort a battu Valenciennes 2-1. Laval et Auxerre font match nul 0 partout. Tours a battu Orléans 3-1. D'ailleurs, on peut revenir sur cette rencontre où il y a eu des incidents. C'est vrai que les supporters de l'US Orléans ont vécu une sale soirée au stade de la Vallée du Cher. Les 3 bus des Drougis, c'est les supporters, le groupe de supporters sochalins qui a été caillassé à l'arrivée à Tours. Ils ne sont arrivés dans le stade que juste après le coup d'envoi. Et puis, peu après la réduction du score, un fumigène allumé, les CRS ont cru bon d'envoyer du gaz lacrymogène sur les supporters orléanais. Et puis, avec le vent, la fumée est arrivée sur le terrain, ce qui a entraîné une interruption de jeu d'une petite dizaine de minutes. Et ce samedi 11 mars, Strasbourg a battu largement l'équipe du Stade brestois qui est en tête actuellement 4-1. Eh bien, on va parler justement du FC Sochaux-Montbéliard. Je crois qu'on a déjà quelqu'un à l'antenne, peut-être pour parler justement de ça. On est avec Dominique en ligne. Alors Dominique, elle va nous parler du FC Sochaux-Montbéliard, c'est ça? Oui, presque. Presque? Comment ça, presque? Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir, oui, ça va. Ça va bien? Je suis pas Sochaux, on peut rien dire, ils n'ont pas encore joué. Ah, ils n'ont pas encore joué, on ne peut pas dire grand-chose. On peut pas encore dire grand-chose, mais... Ah, ben justement, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'ils vont faire du... Comment? C'est foutu pour la montée? Oh, bah là, oui, c'est quand même bien. En tout cas, c'est... Voilà, pour moi, j'y crois plus vraiment. Non, c'est fini, je pense. Je pense que c'est fini. Là, on va finir peut-être en roue libre. Après, aux joueurs de me faire démentir. Mais à mon avis, c'est... Quelquefois, il y a des miracles. Oui, mais bon, après, il faut avoir une équipe aussi... Voilà, faut avoir une équipe en face et je pense que notre équipe pour le moment n'a pas des joueurs pour jouer la tête du classement. Après, à eux, comme je dis, de me faire démentir. On verra ça du côté de Lens. Mais en tout cas, ils n'auront aucune pression du côté de Lens. Lens a la pression, lui, parce qu'il peut revenir à hauteur, en tout cas, du deuxième. Ça va me revenir, je vais voir. Du deuxième, je ne l'ai plus, mais ça va me revenir. Qui est deuxième pour le moment? C'est Brest. C'est Brest. Non, c'est pas Brest qui est deuxième. Ça va me revenir. Si, c'est Brest, pardon. C'est Brest qui est deuxième. Qui est en tête, oui, à égalité de points avec. C'est moi qui dis des bêtises. Je crois que je suis un peu fatigué. J'ai eu un gros week-end. Donc j'ai perdu des neurones en cours de route. Eh bien, en tout cas, on verra ce que fera en tout cas l'équipe d'Albert Cartier du côté du stade de Lens. Bon, vous appelez un petit peu pour le Racing quand même. Racing Besançon, il me semble. Bon, on va en parler après dans la deuxième. On en parlera dans la deuxième partie. Il y a des miracles quelquefois. Ben oui, comme quoi, des fois, changer d'entraîneur, ça redonne une dynamique. Ça rebooste tout un groupe. En tout cas, c'est le cas du côté du Racing Besançon. Eh ben, on va vous laisser, Dominique. J'ai quand même une satisfaction cette semaine. Oui, laquelle? Ça s'est passé mercredi. Ça s'est passé mercredi. Rafraîchissez-moi la mémoire. Le Barça, je pense. Ah, le Barça? Oui. Oh, moi, ça me fait... voilà, le football français perd des points quand c'est comme ça. Oui. Moi, je supporte les équipes françaises. Le melon devient un abricot. Comment? Le melon devient un abricot. Le melon devient un abricot. C'est un proverbe sioux. Au Bacalais, ils avaient le melon et... Ah oui, oui. D'accord. Ça est devenu un abricot. Bah oui, voilà, mais bon, c'est quand même le foot français qui perd des points. Enfin, le match va être à rejouer, hein? Non, ça c'est des bêtises. Ça, c'est des bêtises. Les matchs sont... Vous n'avez pas signé la pétition? Paris... Oh non, je signe pas des pétitions comme ça. Paris n'a pas fait le match qu'il fallait pour se qualifier. Après, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Même pas l'arbitre, même si l'arbitre, voilà, pour moi, n'a pas été bon cette rencontre. Ils n'avaient qu'à s'en prendre qu'à eux. Ils ont eu les clés du match en main. Ils n'ont pas su les saisir. Ils ont perdu. Point. C'est quand même assez souvent qu'ils ont les arbitres en championnat de France. Contre Nancy, comme ça. C'est vrai. Oui, voilà, après c'est comme ça, c'est comme ça, c'est le sport, ils ont perdu. Bon, ben merci Dominique pour cet appel, on vous souhaite une bonne semaine. Il rentre en fin de semaine normalement. Comment? Le Fred rentre en fin de semaine. Eh bien, on lui souhaite c'est les auditeurs qui nous donnent des nouvelles de nos chroniqueurs qui sont en vacances, d'accord. Oui, c'est sa mère qui en bout du fil. Bah aussi Dominique.
Allez, on vous souhaite une bonne semaine, Dominique, et puis à bientôt. Merci. Allez, à bientôt. Bonne soirée. Ah, contre Dijon, je serai pas là. Non, je vais à un concert. Désolé. J'aurais bien voulu être là, mais là, en ce moment, j'enchaîne les concerts. Voilà. Allez, bonne semaine. Merci, bonne semaine à vous. À bientôt. Oui, je me prends quelques jours de congé aussi, moi, les week-ends. Parce que Fred, je peux pas être sur tous les terrains. T'étais au concert de Renault, j'ai vu. C'est vrai. Renault, il est pas comme le PSG, il est toujours debout. C'est vrai, il est quand même toujours debout, c'est vrai. C'était passé un bon moment. Ça fait plaisir de le revoir, en tout cas, sur une scène. Bon, je vais rappeler Bernard, qui nous a... Oui, on va justement parler de cette équipe du FC Sochaux-Montbéliard. Alors justement, si vous souhaitez vous exprimer, faites le 03 81 50 67 51. N'hésitez pas à intervenir en direct, à nous donner justement votre point de vue sur cette équipe sochalienne. Il vous reste 15 minutes, 15 minutes d'émission. Oui, c'est ça. Alors, on vous a justement... c'est vrai qu'en conférence de presse, Albert Cartier, il a accepté d'aborder un sujet pas forcément facile, mais sur justement sa reconduction à la tête de l'équipe sochalienne pour la saison prochaine. Alors, c'est un premier détail quand même qui est assez important. Alors, son intention est de rester, c'est clair. Voilà ce qu'il dit justement pour ce sujet. J'ai présenté un projet il y a une quinzaine de jours aux dirigeants. Il n'y a pas de temps à perdre pour le club. Alors, il souhaite être fixé le plus tôt possible, sauf si l'inverse se confirme. Le coach socialien confirme à demi-mot qu'on devrait être fixé sur cette question assez rapidement. C'est vrai que prendre du retard dans un domaine aussi crucial, c'est compliqué. Et la présence de Wing Sang Lee, l'actionnaire de Sochaux, est annoncée dans une quinzaine de jours. Donc peut-être que lui va prendre la décision. Alors, comme le rappelle Albert Cartier, on savait très bien que c'était une saison de transition. L'objectif n'était pas de monter au départ. C'est vrai qu'à la trêve, tout le monde y a cru, avec ce parcours où Sochaux prenait les 3 points et remontait au classement. Et c'est vrai qu'Albert Cartier est déjà en train de digérer les raisons qui ont conduit au crash en cours. Alors, comme il dit, il faut identifier les choses qui n'ont pas fonctionné et en tirer les leçons pour l'avenir. Ce groupe, il progressera en travaillant dans la continuité. Et j'estime que tout le club doit être investi de la volonté de monter. Le club, dans toutes ses composantes, doit tendre vers ça. À la prochaine intersaison, certains descendront du train, d'autres y monteront. Oui, c'est comme ça à chaque intersaison. Et on va parler justement du match contre Lens. On va vous donner le groupe lensois qu'a justement préparé Alain Casanova. Mais avant ça, on va peut-être l'écouter en conférence de presse, car on n'a pas pu recevoir un joueur de Lens ou quelqu'un du staff parce que c'est compliqué. Lens a trop de demandes et ils nous ont demandé bien gentiment de poser quelques questions qui ont été transposées en conférence de presse. On les remercie d'ailleurs pour ça. On remercie le service communication du Racing Club de Lens. Je pense que le football, il nous fait toujours dire qu'il y a très peu de choses qui se répètent. Donc, je pense qu'on doit conserver toujours notre ligne de conduite, à savoir être très stable dans nos émotions, être très stable dans ce qu'on peut penser, dans ce qu'on peut dire. Et puis, surtout, pas se projeter, prendre les matchs les uns après les autres. Un match détient chaque fois sa vérité et le suivant est totalement différent. Donc aujourd'hui, on a pris 3 points au Restart après avoir pris 3 points contre Valenciennes et on se projette sur le match de Sochaux, pas plus que ça. D'ailleurs, quel est votre regard sur cette équipe de Sochaux ? Sochaux, c'est une équipe qui a un passé en Ligue 1 et puis qui a surtout l'ambition de retrouver la Ligue 1, donc c'est un concurrent direct avec beaucoup de qualité dans son jeu, une équipe très coriace, à l'image de son entraîneur que je connais bien, donc une équipe qui viendra pour nous poser des problèmes, qui a un réel potentiel offensif, une très très bonne organisation de jeu, et puis une équipe qui a le potentiel pour monter. Si je ne m'abuse, à l'issue du match aller, l'entraîneur de Sochaux avait dit c'est la première fois de ma carrière que je gagne un match sans occasion de but, puisque c'était un but contre votre camp. Oui. Dans le passé, on l'entend moins aujourd'hui, mais il y a quelques années, les joueurs, les entraîneurs parlaient souvent de revanche. Ils disaient quand on a perdu un match aller, on insiste beaucoup sur le fait de prendre une revanche. Est-ce que vous estimez que vous avez une revanche à prendre sur le sort et sur cette équipe de Sochaux ? Non, mais moi je vois pas les choses comme ça. Moi, encore une fois, on commence les matchs tous pour les gagner. Voilà.
celui de lundi, encore une fois, on le commencera pour prendre les 3 points. Et les suivants, ça sera exactement pareil. On a un jeu fait de protagonisme où on a envie d'avoir le ballon, d'avoir le contrôle du ballon, d'avoir le contrôle du match le plus possible. Et donc à partir de là, moi je tiens pas compte de ce qui a pu se passer au match aller, je tiens pas compte du résultat qu'il y a pu y avoir, et puis si c'était juste ou injuste. Aujourd'hui, l'adversaire, c'est une revanche plutôt sur nous-mêmes qu'on a à prendre, pas sur l'adversaire. Donc on a préparé ce match comme on essaye de préparer tous les matchs du mieux possible, en sachant que c'est un adversaire de qualité, même si on peut penser qu'il est dans une période un petit peu plus difficile, mais ça n'empêchera pas à cette équipe de venir avec de réelles intentions et puis de tout faire, de tout mettre en œuvre pour nous poser des problèmes. Donc ça, on le sait. Voilà, on s'est préparé en fonction de ça. Ben oui, il le sait, Alain Casanova. Il est sûr que cette équipe sochalienne va arriver sans pression, car la montée, comme on l'a souligné tout à l'heure, est quasiment impossible. Donc Sochaux n'aura aucune pression le stade de Lens. Lens, par contre, aura une petite pression, car ils peuvent conforter leur position en tête du classement. Donc maintenant, c'est à Lens de faire tout pour gagner cette rencontre. Et on espère que les Sochaliens s'imposeront quand même du côté de Lens. Avec justement le groupe qu'avait préparé Alain Casanova, avec Douchet et Vachou dans les buts. Ensuite, en défense, Duverne, Svetinovic, Scaramozzino, Hafez, Opar, Lala. En milieu de terrain, on a Coucou, Efestion, Bourrigo. Et en attaque, on a Erasmus, Abibou, Zoubir, Fortuné, Autré, avec Christian Lopez aussi également, qui était incertain suite à une blessure à la cuisse. Mais apparemment, il est retenu dans le groupe. Et du côté de Sochaux, vous allez me dire, Albert Cartier a retenu 16 joueurs, avec dans les buts Maxence Prévost et Christopher Dillot. Du côté de la défense sochalienne, Florent Augier, Pierre Gibaud, Michael Alphonse, Adolphe Tequieux, Ibrahima Konaté. En milieu de terrain, on retrouve Florian Tardieu, Florian Martin, Florin Berenguet, Jean Ruiz, Mohamed Larbi, Johan Tousgar, ça c'est du côté de l'attaque, Moussa Sao, Faneva Andriatsima et Marcus Thuramor. Les blessés ou malades, Olivier Werner, Goran Karanovic est blessé de longue date, Jando Fuchs, Franck Honora et Thomas Robinet. Et ceux qui n'ont pas été retenus au Balong, Ryan Senadji, Jason Pendant, Sofiane Dahan, Marco Ilamaritra, Johan Ramaré, Axel Actas et Brian Lam. On espère en tout cas que cette équipe sochalienne s'imposera du côté de Lens. On regardera ça. Vous pourrez d'ailleurs suivre la rencontre sur le Twitter et le Facebook de l'émission Soyons Sport ce soir avec des photos, des vidéos de cette rencontre. On en a terminé avec la page du FC Sochaux Montbéliard, si vous voulez toujours nous appeler. D'ailleurs, il y a une place à gagner, on l'a pas dit au départ, on n'a pas posé la question, mais voilà, on vous la pose tout de suite. Donc pour le match Sochaux-Nîmes, il y a une place à gagner. Il suffit de nous donner le meilleur buteur de cette équipe nîmoise. Donc vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour nous appeler, vous remporterez cette place en latérale. Faites vite, il reste que 8 minutes d'émission. Allez, on passe cette fois-ci du côté de Belfort. Belfort qui recevait les Herbiers et Belfort qui s'est incliné 1-0. Vous allez justement entendre le résumé de cette rencontre avec les réactions de Marc-Antoine Guillaume qui était titulaire du côté de l'ASM Belfort. Vous allez entendre aussi Jérémy Stango et Maurice Goldman. Allez, c'est pratiquement un signe indien que les Belfortins veulent vaincre ce soir, eux qui, Sébastien, n'ont plus gagné à Serzian depuis tout début septembre. C'est assez incroyable. Arros pour la récupération avec Akar. Le ballon dans le mal. Ramadi, c'est bien joué dans la surface de réparation. La frappe qui n'est pas cadrée. Il est pas mal tiré. Oui, le geste était là. Oui. Perdu avec Youssouf Hamadi qui se retourne pour la frappe. Elle est cadrée. Oui. D'Anthony Akar, il peut se coucher tranquillement. Mathieu Pichot, c'était bien joué ça aussi. Se mettre à la lutte aussi, et puis tout comme Lyon Duchère, je crois. Allez, Salif c'est Plénax. Oui. Il résiste, il va frapper. Elle n'est pas cadrée cette frappe, mais c'est bien joué. Il tente de mettre du tempo. Oh, la superbe intervention encore une fois de Tango là, magnifique. Ah oui. Allez, c'est bien donné. Oh là là, oui. Oh de fou. Toujours pas attaqué. La frappe, elle est cadrée. Frappe de Tango, elle est au-dessus. Il est beau ça. Peugeot, elle est coupée. Oh la belle intervention. C'est quelque chose. La tête, pas cadrée. Très belle tête de Benoît Barros. C'est pour Gébélé. Oui. Oh là oui. Cette tête finalement contrée. Salif Cissé peut-être combiné avec Thomas Régnier. Il va chercher à frapper. Hein. Ouais, elle est cadrée. Youssouf Hamadi la frappe, le doublé arrêt. Superbe Mathieu Pichot.
Adam Assar. Un peu loin sur la... Ce ballon, le but, l'ouverture du score. Aïe, 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 aïe. L'ouverture du score de Greg Oula. Ah, on s'est pas compris là. Exactement sur Etinov. But. Il a sifflé juste avant, on l'avait pas entendu, mais il a sifflé. Eh oui. Oh là là, Maurice Goldman qui est fou. Dans les dernières minutes, le ballon volleyé. Oh, la sortie audacieuse. Le lob, si, juste au-dessus. La touche, Baya. Tête, oh là là, il a fallu avoir un autogol là. Les Herbiers, ce ballon dans la surface de réparation. La manchette, quel arrêt. Oh, il ne trouve pas le cadre, mais Vladimir Kuskic, Mathieu Pichot, véritable homme du match ce soir. C'est terminé ici à Serzian sur cette victoire ultra précieuse des Herbiers. Ouais, effectivement, très déçu. Après, je pense qu'on ne déméritait pas, on a eu beaucoup d'occasions. Ils n'ont pas été très très dangereux, sauf à une ou deux reprises. Après, c'était vraiment important pour nous de faire un résultat ce soir, on ne l'a pas fait, mais bon... On va vite se remobiliser pour la semaine qui vient parce que c'est très très important de se maintenir en national. Franchement, pour moi, il faut partir serein, il ne faut pas se prendre la tête, il faut prendre les matchs les uns après les autres. Maintenant, voilà, c'est un championnat très compliqué, tout le monde peut battre tout le monde, on le sait. Maintenant, voilà, l'essentiel c'est de gagner quelle que soit la manière. Maintenant, faut prendre un maximum de points jusqu'à la fin de saison. C'est mon rôle, je suis là pour suppléer Steph. Voilà, on travaille bien ensemble en entraînement. Franchement, j'ai rarement eu une entente comme ça avec un coéquipier en concurrence. Après, franchement, je l'ai pris sereinement. Je me suis dit, voilà, tu as déjà joué en dessous, tu as déjà joué des gros matchs, même si c'est un contexte totalement différent. C'est le 3e niveau français, c'est un championnat très compliqué. Mais bon, voilà, franchement, j'y suis allé serein et ça s'est globalement bien passé pour moi. Mais bon, déçu quand même du résultat, quoi. Ce soir, on a livré un bon match. Tout le monde s'est battu, tout le monde a donné ce qu'il avait. Mais c'est dommage, on n'a pas réussi à marquer, on n'a pas su trouver les filets. Après, on s'en veut parce que oui, on perd ce match alors qu'on ne doit jamais le perdre. Mais bon, dans le fond, on n'a rien à se reprocher, quoi. À part de ne pas avoir marqué ce but qui nous aurait permis peut-être de tuer le match et gagner ce match-là. J'étais frustré, vraiment frustré. Parce que je me suis dit, parce que moi, j'entends pas l'arbitre siffler. Et au moment où je mets le but, c'était comme une délivrance pour moi. Puis l'arbitre, il siffle. Et j'ai même pas de mots pour expliquer ça. J'étais dégoûté, quoi. Mais bon, après, c'est un fait de jeu. Hein. C'est pas sur ça que le match s'est fait, quoi. Je suis désolé de vous parler si mal, mais c'est pas possible. On se crée en deuxième mi-temps, je sais pas, il paraît que les journalistes m'ont dit ça, on se crée 6 occasions face au gardien, on n'en met pas une au fond. Et c'est sûr que quand vous mettez pas les occasions énormes qu'on a, on n'est pas à l'abri de prendre un but. Ils ont une occasion et demie en deuxième mi-temps, ils la mettent. Voilà, c'est tout, c'est résumé. Vous avez beau dire qu'on est noir, qu'on s'est battu, le contenu est bon. En attendant, mathématiquement, on a perdu la 9e défaite de suite chez nous par un but d'écart. Et on fait encore des cadeaux. Là, on n'a pas donné un but, mais sur 6 occasions, on n'est pas capable de le mettre au fond. Donc on est à notre place, hein. Il n'y a rien à dire. En plus, les Herbiers, on les a mangés en deuxième mi-temps, je pense. Voilà, et à l'arrivée, si vous ne marquez pas un but, sur les nombreuses occasions que vous avez, vous n'êtes pas à l'abri d'en prendre un, c'est ce qui nous est arrivé. Donc voilà, catastrophique ce soir. Mais bon, je vais vous garantir que moi, ça me met la niaque. Hein. C'est pas possible qu'on soit noir comme ça, il reste 10 matchs. On va s'en sortir, ça va tourner, c'est pas possible. On fait tout pour se faire battre, mais quand même, ça tourne. Là, on marquait un but qui est refusé plus ou moins. Bon, il paraît que l'arbitre avait sifflé et tout, mais théoriquement, on laisse l'avantage. On a tout contre nous. Mais voilà, maintenant, notre principal souci, c'est que quand vous ne pouvez pas gagner un match à domicile, vous ne pouvez pas vous maintenir. Donc tant qu'on n'aura pas gagné au moins un match à domicile, c'est même pas envisager le maintien. On va essayer de faire à l'extérieur ce qu'on fait d'habitude, mais bon, je ne suis pas si déçu que ça. Ça me remotive parce que c'est pas possible d'être noir comme on est noir, là. Donc c'est pas possible, ça va tourner. Moi, j'ai trop d'expérience dans le foot pour savoir que ça va tourner. On ne sait pas quand, mais quand ça va tourner. On va finir en boulet de canon. Et puis si on finit pas en boulet de canon, on va descendre et puis on aura ce qu'on mérite. Mais c'est quand même impensable le nombre de matchs qu'il y a là où on perd par un but d'écart. Hein. Et ça ne joue à rien. Maintenant, on aurait pu tenir le 0-0. C'est un peu de ma faute. Moi, j'ai dit qu'il fallait gagner. On a poussé, on s'est dégarni, on a voulu absolument marquer. À quoi ça sert de tenir le 0-0 à domicile? Moi, j'ai préféré on ait été punis, mais bon. C'est pas grave. Je suis moins déçu qu'après Châteauroux. Je pense que
le déclic va se faire, c'est pas possible. Parce que moi, j'ai pas vu une équipe qui va descendre là. J'ai pas vu une équipe qui a lâché. J'ai pas vu une équipe qui est à la rue. Donc c'est pas possible. Ça va tourner. Mais oui, Voilà. Maurice Goldman, cette équipe de Belfort, elle va s'en sortir. On en est persuadé, en tout cas nous ici. Avec, pour rappeler juste la première position au classement national, c'est Quevilly-Rouen qui a 41 points, deuxième Châteauroux 41 points, troisième Dunkerque 40 points. Et bien on retrouve cette équipe de Belfort qui est 16e avec 24 points, qui est dans la zone des relégables. Les Herbés sont juste au-dessus avec 28 points et 14e est Pau, 28 points. Il y a déjà 4 points. Allez, en CFA, c'est plus près de chez nous également. En CFA, dans le groupe C, Jura Sud Foot s'est incliné du côté d'Andrézieux, 3-1. Pour le moment, le club jurassien est 6e avec 27 points. Allez, on parle de la CFA2 avec les résultats dans le groupe E qui concerne nos équipes franc-comtoises avec Pontarlier qui a battu l'AS Ornans 3-0. Guignon s'est incliné sur son terrain face à Créteil 2-1. La réserve de Sochaux, on l'a dit tout à l'heure avec Alexis, s'est imposée à Selonget 1-0. Sénart-Moissy s'est incliné chez lui face à 3. Le Racing Besançon a réalisé une grosse performance face à Ivry en allant s'imposer 2-1. En tout cas, l'effet Johan Randet fait merveille du côté des joueurs de la capitale comtoise. Et la réserve de Dijon s'est imposée face à Noisy 1-0. Et le Besançon Football Club, qui recevait Sainte-Geneviève actuellement en deuxième position, a fait match nul. Un but partout. Les buteurs pour Pontarlier, Courtet 10e et 13e minute de jeu. Miranda 19e. Pour le Racing Besançon, Dio à la 47e et Konaté à la 54e minute de jeu. Et pour le Besançon Football Club, c'est un but contre son camp du joueur de Sainte-Geneviève, Depré. Au classement, on retrouve Pontarlier premier avec 37 points, deuxième Sainte-Geneviève 36 points. On retrouve Sochaux 6e avec 25 points. Le Racing Besançon est 11e juste au-dessus de la ligne de flottaison avec 18 points. Sénart-Moissy est 12e avec 16 points. 13e le Besançon FC 14 points et 14e Ornans avec 13 points. Allez, on parle des filles maintenant. Le championnat Interligue. Rappelez-vous, on avait suivi cette équipe de Saint-Vith en 32e de finale de Coupe de France. Saint-Vith qui s'est imposé face à l'ASM Belfort 5-0. Blanzy, qui est second pour le moment, s'est imposé 3-0 devant Flas-Mâcon. Le Vesoul FC s'est incliné à Louan-Cuiseaux 3-0. Châtenois a corrigé le Racing Besançon 6-0. Et le match entre Pontarlier et Villers-les-Paux a été remis. Pour le moment au classement, Saint-Vith est seul en tête avec 45 points devant Blanzy avec 41 points. En division honneur, cette fois-ci, c'est chez les garçons, toujours en football. La 18e journée avec l'ASM Belfort qui a battu Brest-Jura 2-0. Champagnol et le PSB 0 partout. Jura-Dolois et Jura-Sud 2 buts partout. Avec d'autres résultats, si mes fiches ne sont pas mélangées, si elles sont toutes mélangées, je n'ai pas les autres résultats. Il y a eu un petit souci, à mon avis, lors, à mon avis, des impressions. Mais sachez que je vais essayer de retrouver ça. Vous voulez que je vous dise peut-être, Fred Ah, ça y est, les voici. Mais oui, mais ça, c'est l'imprimante. Elle imprime d'un côté, elle imprime sur une autre feuille. Et c'est reparti. Avec Clémenceau qui a battu Grand-Villard 4-0. Pontarlier et Baume-les-Dames, le match a été remis. Saint-Vith s'est incliné chez lui face à Roche-Nouvillard 1-0. Et l'US Pont-de-Roi de Vermondans s'est incliné chez lui face à Levier 2-0. Pour le moment, au classement, premier Saint-Vith avec 50 points. Deuxième, Jura-Dolois, 48 points. Troisième, le Clémenceau avec 48 points. En bas de classement, on retrouve 14e, Baume-les-Dames avec 32 points. Allez, on a terminé avec le football. On va partir du côté du handball avec des arrivées du côté de l'ESBF. C'est vrai que l'ESBF est à deux blessés graves avec Amanda Kolczynski et Anna Manot. Et l'ESBF a fait appel à Apolline Février pour renforcer son collectif sur la fin de saison. Alors, c'est une nouvelle venue dans les rangs de l'ESBF en tant que joker médical. Elle avait quitté la région franc-comtoise pour le sud de la France et Nîmes après son pôle espoir pour y finir sa formation. Alors, cette saison, elle jouait en deuxième division à Bourg-de-Péage, actuel premier du championnat, qui est voué à la montée en LFH la saison prochaine. La jeune ailière droite de 21 ans s'est engagée pour la fin de saison et la saison prochaine dans un club qu'elle connaît bien. Voilà ce qu'elle dit. J'ai été très surprise quand ils m'ont appelé. Je n'ai pas hésité très longtemps. C'était une belle opportunité pour moi. J'étais pourtant bien à Bourg-de-Péage. Je suis aussi triste de les quitter. Je suis contente qu'ils pensent à moi. Ça prouve qu'ils ont envie de me faire confiance. Nous a-t-elle confié justement. Elle rejoindra donc le collectif de Raphaël Tervel et Sandrine Mario Delers dès la semaine prochaine pour s'entraîner avec le groupe pendant la trêve. Et une autre arrivée, ça vient de tomber à l'instant. Le SBF, justement, une nouvelle arrivée, Aïssetou Kouyaté, une jeune arrière droite de 21 ans qui rejoint l'effectif byzantin.
Alors, elle arrive de l'OGC Nice Côte d'Azur, son club formateur. Elle débarque à Besançon pour la saison 2017-2018. Suite à un accord avec Nice, l'Aiglone débarque dès cette semaine en tant que joker médical pour remplacer justement Anna Manaut. Allez, toujours de handball avec le GBDH dans le derby Dijon-Besançon. Le GBDH s'est incliné à Dijon 29-26. Le Grand Besançon du handball a tenu tête à cette équipe de Dijon. Tout s'est joué sur 3-4 minutes en seconde période. C'est ce qu'expliquait l'entraîneur byzantin Christophe Viennet. Dans le même temps, Valence s'est incliné chez lui face à Istres. Allez, un petit mot de basket pour vous rappeler qu'après 4 défaites d'affilée, le Bezac s'est rassuré en s'imposant largement face à Montbrison 84-56, infligeant un 8-0 d'entrée dès le début de la seconde période, un 13-0. Les Byzantins s'envolaient vers une victoire promise. Le Bezac est 7e avec 29 points. En rugby, cette fois-ci, ce sera pratiquement les derniers résultats avec l'OB qui s'incline du côté de Grandol 31-19. Pontarlier qui a battu Pont-à-Mousson 48-24. Lons-le-Saunier s'est incliné à Metz 18-17. Au classement, ça donne le premier New Saint-Georges 61 points, deuxième Pontarlier 57 points, troisième Besançon 48 points. On retrouve cinquième Grandol 34 points et Lons-le-Saunier avec 34 points. Allez, juste un petit mot de tir à l'arc pour vous donner les championnats d'Europe qui avaient lieu en salle. Les juniors français emmenés par Thomas Koenig de Belfortin ont été sacrés champions d'Europe alors que Jean-Charles Valadon avec les seniors tricolores a décroché l'argent. Je pense qu'on a été complet ce soir. On vous souhaite une bonne semaine de football car il y aura la Ligue des Champions. Ce soir, il y a la Ligue 2 avec le FC Sochaux-Montbéliard qui se déplace du côté de Lens. Vous pourrez suivre cette rencontre sur le Twitter de l'émission et sur le Facebook de l'émission Soyons Sport. On vous y attend avec des photos, des vidéos, tout ce qui va bien. Et puis, on vous souhaite une très très bonne semaine et on se retrouve lundi prochain. À bientôt et allez Sochaux! Allez Sochaux!